Eh bien, bonsoir et bienvenue sur Coupé, Bonjour à toutes et à tous, hein. donc l'émission autour de l'actualité cinéma. C'est ça. Alors moi, bon, il se trouve qu'en ce moment, je regarde pas beaucoup de films, mais ça va Mais bientôt tu as des revenir. souvenirs quand même de films que tu avais vus à Cannes, notamment l'année dernière, Tout à fait, et du coup, on va notamment Black Dog? commencer par un film qui était à Cannes. C'est ça, ouais, c'est ça. Alors après pour resituer un peu le contexte d'aujourd'hui, il y a quelques sorties, qui ont été sélectionnées parce que, actuellement il y a beaucoup de sorties depuis 3 semaines. Je crois Oui, qu'en l'espace de 3 semaines, il y a eu à peu près, enfin moi j'ai compté plus de bonjour 20-30 Claire. films en fait. Bonjour Claire. Une trentaine de films, donc c'était impossible à suivre dans la mesure où il y a les films de patrimoine et c'est toujours intéressant de faire le lien, dans le cinéma entre le passé et le présent Ouais, et c'est ce qu'on fait, on essaye de faire le mieux possible dans cette émission. C'est-à-dire que souvent on parle des actualités, de cinéma, mais aussi, de l'actualité patrimoine, c'est-à-dire de tout ce qui est rétrospective. Donc on fait le lien, donc on essaye de faire le lien parce que le cinéma c'est du passé et du présent en fait finalement, enfin c'est et donc comme tu disais, on va commencer par, Black Dog, la sortie, importante, on va dire, de cette semaine. donc Black Dog, c'est un film chinois. C'est un film chinois, il fait partie un peu de ces films de la nouvelle génération chinoise avec Yang Zhangqiu aussi, notamment qui, lui c'était connu beaucoup pour Touch of Sin notamment et là donc Black Dog, c'est un film de Guan Yu. Où on va retrouver un monsieur Ouais, qui va sortir de prison c'est ça, ouais. et qui va se retrouver, il parle pas beaucoup, voire presque pas, et On va dire qu'il est devenu mutique, ouais. suite à son expérience parce qu'en fait il a été, condamné à, pour un homicide involontaire en fait. Donc c'est une situation assez traumatisante parce qu'à la fois Mmh. il n'a pas voulu cette mort-là, mais finalement il y a eu cette mort-là, il était, impliqué dans cette, histoire. Donc une sorte de, ouais, c'est ça, involontaire, et du coup, il y a des gens qui lui en veulent toujours? Ouais, notamment, dans la ville où il revient, le personnage principal s'appelle Lang et il revient donc dans sa ville natale où justement, il y a un homme qui s'appelle un certain monsieur Hu, qui est un peu le comment dire? L'homme d'affaires de cette, ville de province, hein, qui se situe non loin du désert de Gobi en Chine, en fait. Parce qu'on voit très bien les espaces un peu désertiques autour, en fait. Ouais, qui marchent très bien, la Mmh. photo est très bien Mmh. d'ailleurs sur ça, au passage. Ah ouais, super, limite une photo de western, en fait, avec ces grands espaces. Il y a un peu toutes les thématiques, l'homme qui revient dans sa ville natale, qui essaye de retrouver une place, mais qui doit faire face aussi à son passé. Donc c'est un peu des thématiques qu'il y a aussi dans les westerns et ce rapport aussi à la fois entre ce qu'il y a hors champ, une Chine qui se prépare pour les jeux olympiques, ça se passe en 2008 en fait, hein. Ouais, Donc là une Chine urbaine et puis une Chine complètement, comment dire? Oubliée, c'est-à-dire cette Chine où carrément il revient dans son village où c'est presque une ville abandonnée, où il y a beaucoup de personnes désargentées. Il y a cet homme d'affaires, enfin ce commerçant qui se fait de l'argent, mais les autres, ils vivotent en fait, hein, clairement. Et donc, on a vraiment il y a cette idée de comme dans un western aussi avec Gregory Peck qui s'appelle, La ville abandonnée, je crois, où il revient et il s'aperçoit que la ville est complètement abandonnée et donc on oui, re ça fait presque post-apo, hein. ah ouais, complètement, complètement et puis en plus dès le début, on rentre on est un peu à la limite du fantastique, hein. C'est-à-dire quand, le début commence, bah, j'ai rien dévoilé énormément, mais la caméra filme un espace vide, enfin vide, il y a quand même un paysage, tout ça. Puis d'un coup, on sent une arrivée de On meute pourrait se on de pourrait se croire chiens, en fait. dans une ambiance Mad Max un peu au Ouais, début. carrément, ouais, carrément. Une voiture qui arrive, des chiens qui déboulent, enfin une meute de chiens là et heu et là, on se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Un peu étrange tout ça. Bonjour Mathilde. Hello, hello! Et du coup, ben, justement, les chiens, on n'en a pas parlé, Ouais, mais il y a bien une histoire de chien qui est assez prédominante dans le film, ben, notamment un chien abandonné. cette rencontre entre Lang et puis C'est un ça. chien noir, enfin, visiblement, un chien assez proche du lévrier, Mmh. enfin, un Qui est tout maigre, maigre, noir, pourchassé mmh, par la comment dire? La population locale parce que parce qu'ils essayent de supprimer tout simplement les chiens, bah, qui, qui sont abandonnés? en tout cas pour lui, en fait, pour la population locale, ce chien aurait attrapé la gale, en fait. Mmh. Voilà Puis même, ils et veulent, supprimer les chiens ils globalement, veulent les supprimer les chiens dans la parce qu'il y mesure en a où, trop ou les ouais. chiens ont été, abandonnés par leur maître, enfin pour des raisons économiques, en fait. Et donc quand il y a plein de chiens qui sont abandonnés, en fait, c'est-à-dire que ça pose la question dans ce film aussi, de la relation entre le chien et l'homme, c'est-à-dire à la fois,
le chien qui est aussi le compagnon fidèle et loyal de l'homme, mais aussi le chien qui est aussi un animal, en fait, et qui peut souvent, dans certaines situations, être rejeté par les hommes aussi. Donc il y a ce double, rapport, qui est traité dans le film et puis cette rencontre entre Lang et ce fameux chien noir qui lui aussi est un peu comme, Lang marginalisé par sa situation et une rencontre intéressante qui fait un peu bloc en fait où Lang retrouve progressivement une place dans sa ville natale. Il revoit son père qui s'occupe d'un zoo, comment dire? Heu, abandonné dans la ville parce que cette ville est étrange. Il y a encore un zoo, mais qui est pas tenu du tout. En fait, il y a encore des animaux en cage, mais il y a pas de surveillant. Il y a juste le père de Lang qui s'occupe de donner à manger aux tigres, tout seul. Enfin c'est assez Ça fait presque particulier. glauque même, Ouais, c'est assez glauque, mais en même temps, c'est très beau parce que la photo met vraiment en avant ce paysage de ville un peu abandonnée, de comment dire? De montagne, enfin de la région, enfin à côté du désert de Gobi, où enfin c'est globalement la nature reprend un peu ses droits, quoi. bah, ça m'a fait penser un peu, d'ailleurs, à la période qu'on a connue de confinement en fait, où les animaux revenaient dans la ville parce que les humains faisaient moins de bruit. Vous viviez pas comme d'habitude, donc du coup les plein d'animaux revenaient, à Lyon, il y a plein d'animaux qui revenaient dans la ville en fait. Il y a eu d'ailleurs un documentaire là-dessus qui montrait les animaux, il y avait des renards qui se baladaient. Dans la ville parce que les gens, n'étaient plus, dans la rue, en fait. Et puis on voit qu'il y a une certaine fragilité dans le film, tout Mmh. à la fois donc le personnage principal, bah, qui est un peu amoché de ce qui lui est Mmh mh. arrivé, Mmh. ainsi que le chien, Mmh mh. qui lui-même est très amoché de ce qui Mmh. lui arrive. Il y a quand même quelque chose où on voit que tout peut tient à pas grand-chose, Mmh. et du coup ça crée vraiment une sensation un peu de danger dedans. Mmh. Et moi, je voulais revenir sur un truc qui a rien à voir parce Ouais. qu'on voulait en parler un peu tous les 2. Ouais, bien sûr. Du coup, là, on n'a pas du tout parlé de la musique, mais elle est Oui. vraiment très présente dans le film Mmh. et elle est explicitement dédiée à Pink Floyd. Enfin, c'est vraiment, Ben, The Wall notamment et puis la voilà. chanson et Donc You notamment. The Walk, qui est l'album donc Pink Floyd que Mmh. vous voyez sans doute. Alors je sais pas si on voit bien, mais Qui je pense sert que si. de référence, un peu de base, poétique au film, en fait, finalement, parce qu'il y a des vers de la chanson et You qui reviennent, Alors ça, ponctués, c'est pas un film qui est post-apo, mais qui il a bien une ambiance un peu post-apo dans sa photo surtout. Je sais mmh. pas si tu veux montrer Ah oui. une image un peu désertique qui donne Alors, une idée il y a post-apo, mais bien c'est une pas un film on a post-apo, hein. bien c'est pas bien, mais Lang qui a fabriqué une espèce de carte pour son chien, en fait, derrière, paysage désertique, pardon. Ah oui, derrière le Mmh. paysage d alors, Lang qui a fabriqué un sidecar pour son chien, en fait, et derrière qui est tout seul derrière sur la route et derrière, c'est une espèce de paysage, un peu apocalyptique, enfin, en tout cas, quasiment désertique qui est juste à côté du désert de Gobi en Chine, en fait, et donc on a un peu cette vision-là sur les photos qui sont dans le positif, en fait. Pardon. Merci. Donc du coup, ouais, et ce qui est intéressant, c'est la reprise de certains vers dans le film qui viennent un peu ponctuer la progression du personnage Lang. Oui, on n'entendra pas la musique en entier, Non. mais elle va beaucoup revenir cette musique donc Hey Mmh. You, Et You? qui est une des musiques, ben, assez, ben, plutôt dans le milieu de l'album, je dirais, je sais plus Mmh. trop, mais qui est peut-être pas la plus connue de Pink Floyd, Mmh. ni la plus connue de l'album, Bah, non, mais c'est The Wall a qui priori donne, oui, non, mais The ah ouais, Wall, pardon, désolé. il y a Ouais, Another Brick in ouais, the Wall, partie 1, ouais, partie 2, et ouais, cetera, mais ouais. il y a Mmh. aussi d'autres musiques comme Confortaminum dans l'album, mais Mmh. là, Hey You, il y a Mmh. vraiment une volonté, bah, du réalisateur, en tout cas, de mettre l'accent dessus, Mmh. sans doute pour montrer le rapport qu'il y a justement entre le chien et ce Et prisonnier. même le C'est son parcours de prisonnier. Lang qui essaye de retrouver une place, en fait, après la prison. Alors moi, j'ai pas vu Easy Rider, Mathilde, mais du coup, je sais pas si ça fait écho à Easy Rider. Pas vraiment, parce que ouais, on pourrait dire oui, par rapport au passif, ouais, des 2 personnages dans Easy Rider. Mais, dans Easy Rider, lui, il parle d'un voyage, par exemple dans l'Amérique, en fait, hein, cette époque. Là, Lang, on va dire, il revient chez lui. En même temps, c'est une manière de parler aussi de l'actualité, du régime chinois aussi, parce qu'il y a toujours cette voix derrière, dans les haut-parleurs, en fait, un peu comme Big Brother qui parle, qui scande des directives de l'État, genre, il va falloir démolir des maisons inhabitées pour construire une nouvelle ville
pour cette ville abandonnée, enfin tout ça, donc sans demander l'avis des comment dire? Des autochtones, en fait, hein. Et puis il y a aussi pour préparer aussi, les jeux olympiques de 2008, il y a tout un truc hors champ, en fait et heu et le fait que justement cette voix d'en haut, en fait, ne communique pas avec les gens d'en bas du tout, en fait. Donc c'est aussi une manière de parler du régime, chinois, en fait, très, autocratique, en fait. Et moi, du coup, je voulais dire que globalement, moi, j'ai eu un bon souvenir. Moi, ça fait un moment que je l'ai vu, mais finalement, j'ai quand même pas mal de petits souvenirs dedans. Ouais. Il y a des moments assez marquants, Mmh. à plusieurs moments, où on voit totalement les enjeux et où Mmh. c'est un peu dur des fois. Mmh. Enfin, c'est même très dur des fois. Bah, il doit avoir recours à la violence Mmh. quelquefois, Lang, même si ça l'enchante pas parce que, heu, il y a ce problème avec, le comment dire? Le commerçant, Monsieur Hu qui, enfin ils ont un lien tous les 2 parce que forcément, Lang a involontairement tué le neveu de Monsieur Hu, donc Hu veut toujours s'en Se prendre à Lang. venger, Enfin, ouais. il y a tout un truc de vengeance, Donc oui, il y a bien sûr, il y a toute une trame. Alors mmh. moi, ce qui est rigolo, c'est que le film, je me rappelle l'avoir vu, je crois que c'était avec, je sais plus avec qui c'était. Je crois que De enfin bref, je sais quel film? bah, Black Dog à l'époque, parce qu'en Oui. fait, je l'avais pas vu à Cannes. Je l'avais vu en avant-première parce qu'il y avait eu il y a des avant-premières qui se passent suite à Cannes et justement, il y en avait une elle était à Terreau, je crois, un truc comme ça, Lumière Terreau Lumière Terreau, d'accord. et je me rappelle parce que je suis allé manger, juste avant le film Mmh mh. et heu et en fait, on pensait que le film démarrait juste un quart d'heure a après ce qu'il a vraiment démarré, donc on est arrivé à la bourre. À cause de ça, on pensait être en avance, mais non, on n'était pas en avance. Il a commencé avant l'heure Parce qu'en prévue. fait, le film était on s'était trompé dans notre, on avait Planning. pensé la mauvaise heure et du coup, on avait une mauvaise heure en tête et voilà et du coup, on est quand même arrivé à voir le film. La salle était complète, elle était vraiment, Mmh. plus de place et ils nous ont quand même laissé rentrer en ajoutant des sièges et ça, c'est sympa quand même Mmh. pour le coup. Parce qu'en plus, c'est pas des immenses salles qu'il y a dans, ben, dans les cinémas Lumière et merci à eux en tout cas parce que ça nous a vraiment aidés. On a vu qu'ils nous ont bien dépannés, sachant qu'on avait bien notre billet, hein, c'était pas Mmh. ça le problème. Mais je pense que, tu sais, des fois, quand les gens arrivent pas, après, ils remplissent aussi, donc je comprends. Mmh. Et donc, et puis de toute façon, la séance n'était pas garantie, à l'heure où on est arrivé, donc c'était vraiment chouette de pouvoir l'avoir, d'avoir pu le voir Mmh mh. quand même et ça me déplairait pas Mmh. de le revoir pour le Mmh. coup, Mmh. totalement. Non, 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 mais puis même je pense qu'en revoyant c'est l'avantage quand on revoit les films, il y a des choses qu'on perçoit différemment parce que bon, là, on a vécu entre-temps, mais aussi, des trucs qu'on n'a pas forcément vus la première fois, en fait, donc il y a plein de détails qui apparaissent, de manière éloquente à la deuxième vision ou même troisième vision. On aura l'occasion d'en parler, par exemple, pour des films comme Shining ou même Chronos, en fait, par rapport à ça. Mais pour revenir sur, le lien entre, la chanson «Hey You» et le film, par exemple, je vais citer, par exemple, cette phrase, enfin cette strophe de la chanson qui s'appelle «Hey you, out of there on your own, would you touch me?» Et donc la Would traduction, you c'est «Et touch toi?» me? Tu t'en souviens, toi? Oui, bah, bien sûr, c'est la Oui, tu musique connais Pink bien. Floyd, bien sûr. Mais par exemple, c'est «Et toi, là-bas, replié sur toi-même, ça te dirait de te rapprocher?» Mmh. Donc c'est intéressant parce que c'est effectivement Lang qui est aussi, replié sur lui-même, mutique et puis il fait des rencontres dans son retour dans la ville. Il y a notamment une troupe de forains qui viennent faire une représentation de cirque dans cette ville et une troupe où il y a beaucoup de femmes, en fait, des danseuses, tout ça. Il fait la connaissance notamment d'une danseuse qui s'appelle Raisin, en fait. Raisin d'ailleurs, c'est marrant. Raisin comme un truc, un goût qui a du goût, enfin qui et du coup, il y a un début de rapprochement, mais en même temps, c'est un peu tôt parce que lui, il commence à se reconstruire. Bah, il y a plein de choses qui se passent comme ça qui sont en lien avec, la musique, c'est-à-dire qu'il a utilisé la musique. Par exemple, une autre phrase aussi: «Hey you, would you help me to carry the stone?» «Et toi, m'aideras-tu à porter ce fardeau?» Mmh. Bah, il y a tout un rapport aussi, dans la relation humaine en fait, et bien effectivement on parle de soi à l'autre, mais aussi, il y a tout ce qu'on porte aussi comme fardeau de la vie et l'amitié, elle se crée quand on est capable de 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 porter le fardeau de l'autre et que ça se fait dans les 2 sens. Enfin, il y a tout un rapport là-dessus, qui est intéressant. Comment se recréer on peut recréer un lien social après avoir été, complètement ostracisé Mmh. ostracisé comme l'homme, on peut se dire, en prison, tout ça.
comment ça se recrée, en fait. Et le chien a son importance là-dedans parce que justement il apporte son soutien, à Lang, en fait. Il y a une relation particulière qui se crée, avec Puis Lang. c'est Ça pas c'est, sans c'est pas, non plus si loin que ça, bah, des inspirations, donc de la musique en tant que mmh, telle de Pink Floyd qui est quand même, sur un album où t'as quelqu'un où quelqu'un va se retrouver un peu coupé, mmh, du monde mmh. et du coup, c'est pas illogique, finalement d'avoir choisi cette Mmh. musique-là, Ouais, bien sûr. heu et hem et notamment, ben, si jamais vous avez l'occasion de le voir, donc le film donc, Mmh. sur, il y a un film d'Alan Parker sur The Wall Mmh. où on voit aussi ce personnage, ben, qui est représenté, qui est issu de l'album The Wall, qui se coupe progressivement et hem et qui va, ben, se radicaliser globalement. Ah oui, d'accord. Mais là, c'est limite l'inverse dans ce film où Mmh. quelqu'un a déjà commis quelque chose de grave et va arriver à en sortir, même s'il y a un peu cette idée-là quand même dans The Wall à la fin, enfin Mmh. bref, peu importe. Mais il y a une éloge aussi par rapport au parcours, des personnages, en fait, de l'attitude de partir aussi du voyage, une éloge au voyage, en fait, parce que, l'auteur donc, Guan Yu, fait référence indirecte à l'éloge de la Beat Generation, au Jack Kerouac, tout ça. Et il parle aussi du voyage qui permet de se retrouver, en fait, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, Lang, il revient chez lui, mais il y a l'idée, ben, l'ouverture, la scène finale laisse, une penser justement qu'il va repartir sur la route. En tout cas, que c'est en partant, en fait, aussi, on rentre chez soi effectivement, mais c'est en partant, en fait, qu'on se donne une chance de se retrouver vraiment, mais aussi se retrouver vraiment pour revenir aussi chez Mmh. soi. Et ça, on aura l'occasion d'en parler pour d'autres films comme Le Magicien d'Oz ou même Anora qui a eu comment dire? L'Oscar L'Oscar, du du meilleur meilleur film. film. Voilà, bah, je pense qu'on a bien je sais pas, qu'est-ce que On tu a peut-être des trucs à largement beaucoup rajouter ou, parlé de Black Dog, on vous invite vraiment à aller ouais, le voir. ouais, c'est C'est pas forcément un film qui aura, énormément d'entrées, je pense qu'il peut je sais pas où il passe sur Lyon. bah, à Lyon, il est assez bien distribué. Moi, je l'ai vu, dans le circuit UGC. Ah bah, c'est parfait. Mais il y avait pas beaucoup de monde dans la salle, Allez le voir quand même, hein. mais après je pense qu'il est à Lumière ou Comédia certainement, je pense, j'ai pas vérifié, mais En enfin tout sur Lyon en tout cas. en tout cas, essayez de trouver un cinéma vers chez vous. Je Ouais. pense que ça vaut vraiment le coup Mmh. d'aller voir ce film. Il y a des fois des gros films à côté, moi je vous conseille vraiment peut-être des fois de pas aller forcément voir le gros film, Mmh. que vous avez déjà vu 15 fois et essayer de voir un peu ce genre de film Allez le qui a quand même une découvrir, ouais. certaine Bah, sensibilité oui, et qui est oui. assez forte, quoi. C'est marrant qu'il ait fait tourner aussi dans son film Yak Zankier parce que, Guan Yu, fait tourner, ouais, fait tourner le réalisateur, dans son film et il joue le rôle de l'oncle du personnage Lang, en fait. Pardon? J'ai pas compris. On est un peu Pardon, on gère des petits problèmes techniques. oui, ça y est, j'ai trouvé. Mais du coup, oui, allez voir le film. On va potentiellement passer au suivant. Voilà, ouais, Donc, ouais, le film suivant qui est là pour le coup une très grosse sortie, ouais, dans lui le sens où c'est c'est un film très attendu, surtout par les milieux cinéphiles aussi, ouais, ouais. parce que c'est quand même Bong Joon-ho qui avait réalisé Mmh, Parasite. Donc Parasite qui était déjà, qui a gagné à la fois bah, la Palme d'Or, à la fois je crois les Césars, ou ouais, possible, ouais. voire même les Oscars et compagnie. Ouais. Enfin, il a gagné plein de Mmh, trucs. ouais, Ça avait été une grosse réussite ouais. à l'époque. Certains l'estiment comme étant un des films majeurs en fait de ces 10 dernières années, Ah ouais. voire certains pensent que c'est le meilleur film de Bong Joon-ho, même s'il a des très bons films Oui, aussi à oui, ouais. côté. Et du coup, ben, Bong Joon-ho partait déjà avec une grosse pression avant de Ouais. réaliser donc Mickey 17. Mickey 17 après 6 ans après, Parasite, hein, quand même, donc vraiment un travail de longue haleine, mais bon, de la part de Bong Joon-ho, c'est pas vraiment surprenant. Et en plus, il a été repoussé parce que ça Mmh. fait déjà un moment qu'il est tourné, qu'il est monté, Ouais, mais le studio, donc je sais plus si c'est quel studio déjà? Je me rappelle plus du nom du studio, si vous mmh, pouvez dire dans le chat si vous l'avez. je m'en C'est un souviens studio en tout cas qui l'avait repoussé et moi je pensais que c'était un peu plus. typiquement le genre de film qui pouvait passer dans des festivals. Mmh mh. Et ben finalement, il n'est passé dans aucun festival et il sort maintenant. Je vais voir si je retrouve le nom du studio parce que c'est vrai, c'est un
Alors, production, j'ai pas trop le je me souviens plus. Enfin bon, c'est une coproduction, mais bon, il l'a réalisé, bah, c'est, distribué par Warner Bros, mais c'est un film qui a été, Ouais. réalisé, ouais, par la Warner, ouais. Mais que avec des fonds américains essentiellement, beaucoup en fait, j'imagine. Ça C'est ça se place bien. Mickey 17. C'est marrant, enfin, de prendre le nom de Mickey, en fait, enfin, le personnage interprété par Pattison Alors je dans le crois film. que c'était inspiré d'un roman, non? Qui s'appelle Mickey quelque chose aussi, mais pas 17. C'est en tout cas, pour Mmh. redire un peu pourquoi je sais ça. Ah oui, oui, Ouais effectivement, dans le roman et d'Edward Ashton. voilà et du coup qui Ouais, s'appelle pas Mickey 17, ouais. c'est pas 17, c'est un autre nombre, je ne sais plus lequel. Je pense qu'ils le décrivent peut-être Mmh. dans Le notre titre, revue. ouais, il est pas Mais en gros, Bong Joon-ho, pour redire un peu, mmh. il était passé sur Lyon, il y a je sais pas s'il y a plus d'un an, je crois Ah, il y a 2 ans, 2-3 ans, ouais. et ou voire l'an dernier, je sais plus Parce qu'il y avait une et rétrospective, Bong Joon-ho à voilà l'Institut Lumière. et surtout, il était passé, donc réellement pour Mmh. présenter sa restauration de The Host Mmh. Exact. et du coup, on a pu voir The Host Mmh mh. et du coup, suite à avant de voir The Host, il a donné une conférence qui était pleine, bien sûr, à l'Institut parce que souvent, c'est assez plein. Il en Mmh. avait donné à Paris, puis après, il l'avait donné à Lyon et justement, il parlait un peu on a parlé, ben, de ses films parce que nous, on a eu la rétro Mmh. et suite à ça, il a parlé de son prochain film qui était Mickey 17 à Mmh. l'époque et qui disait que c'était inspiré justement du roman. C'est comme ça que j'ai su ça. Voilà, c'était juste pour Non, redire non, de non, comment non, je mais l'ai c'est su. Mais moi, important. je n'ai toujours pas vu le film, donc moi, je l'attends toujours. C'est important ce que tu dis parce que je pense que Bong Joon-ho, à l'occasion de cette rencontre, avait parlé de comment il préparait ses films et il prend beaucoup de temps à écrire le script, il dessine, tout en fait, enfin donc ce qui explique le temps qu'il y a entre les films généralement, c'est qu'il y a un grand travail de préparation, un peu comme, enfin, je vais pas comparer à Kubrick, mais Kubrick aussi, il y avait un temps de préparation important. Ce qui explique aussi la qualité aussi des films de Bong Joon-ho, je pense, par rapport à d'autres réalisateurs, c'est qu'il prend énormément de temps à travailler en amont, en fait. Et effectivement, le résultat est là dans Mickey 17. Bon, c'est peut-être pas du niveau, de Parasite mais c'est pas du tout le même genre de film non plus parce on l'a Là, on est avec sur du gros film d'action, un plus peu plus d'action ça blockbuster, ça ouais, se rapproche ouais. plus à du Snowpiercer, Ouais, j'imagine? c'est ça ou Okja aussi même, hein, avec cette créature-là. Donc avec une idée grand public, même The Host dans ce cas, hein? Ouais, aussi, mais qui est resté quand même un film plus underground, The Oz quand même, hein, OK. malgré tout au niveau des budgets. Là, on est dans un gros budget, Mais donc qui il a s'éloigne du coup de Memories of Murder, ah ouais, j'imagine, de ouais. Barking Dog et compagnie? Ah ouais, ouais, Ouais. ça c'est sûr, on est dans un film, ouais, avec plus de moyens. Et d'ailleurs, il a pu se payer la star, Pattison, donc à mon avis, Pattison a dû demander de la Bah, thune, à mon on et avis. puis on voit bien, hein, dans les bandes annonces, Ouais. Pattinson, on voit Ah bah, il qu'il occupe qu'on mise tout l'espace, sur hein, lui, ouais. quoi. Bah, en même temps, il se dédouble dans le film parce que, pour résumer rapidos, le film, c'est effectivement un film d'anticipation avec, On va essayer justement de pas trop spoiler. ouais, l'idée que, bah, c'est, Pattison qui trouve pas sa place sur Terre, donc il y a une mission, comment dire? Intergalactique où un vaisseau va sur une autre Terre pour essayer de pouvoir enfin, construire une nouvelle communauté humaine sur une autre planète, en fait. Et donc Pattison qui a du mal à trouver sa place sur cette Terre, choisit de signer un contrat particulier qui va, il va être, comment dire? Remplaçable, en fait. C'est-à-dire qu'il va pas vraiment mourir. À chaque fois, qu'il meurt, on réimprime comment dire? Une version de lui-même avec, des données de ce qu'il a vécu déjà. Donc, en fait, il connaît la mort de manière partielle chaque fois, mais il renaît chaque fois, en fait. Et au début, quand il signe le contrat, il sait pas, qu'il va être un cobaye Est-ce finalement. Enfin, que c'est un peu est-ce qu'il y a un petit clin d'œil, dans le film, j'en sais rien, hein, mmh. au cinéma, ben, de Nolan, notamment, avec son film Le Prestige, par exemple, ou des choses comme ça, ou pas du tout? Le Prestige, en quel sens? Je j'arrive Le pas Prestige, en fait, le principe, c'est qu'il y a quelqu'un qui arrive à réussir une téléportation. mmh. C'est ça le tour de magie dans Le Prestige Ah d'accord, et il OK. y a 2 façons de réaliser ce tour. Il y en a une qui est réalisée, ben, par, je crois que c'est le personnage de Christian Bale Mmh. et l'autre qui est faite par, le personnage de Hugh Jackman Mmh. et ils utilisent pas la même technique, pour le faire, D'accord, OK. et j'ai pas envie de dire, laquelle parce que ça spoil globalement le Ouais, film, ouais, par rapport, mais voilà. non, non, dans Mickey 17, c'est plutôt, heu, vraiment, ce qu'on peut voir dans l'actualité, c'est-à-dire ces gens comme Bezos, tout ça, qui se disent que de toute façon, il
il y a pas de limite au libéralisme, qu'on pourra conquérir Mars, on aura suffisamment de moyens pour rendre Donc il y Mars a un gros libre, tout message ça. politique Ouais, finalement ouais, derrière. parce qu'on retrouve aussi à travers le personnage de, comment il s'appelle déjà? Marc Ruffalo qui est un peu le patron de cette mission. C'est un peu fait un dédoublement de Jeff Bezos, un personnage assez omnipotent qui règne dans la vie sur la vie du vaisseau et après de la base comme quelqu'un d'omnipotent en fait, hein. Et donc il a aussi, montré de manière assez critique, c'est-à-dire il est caricatural lui dans ce rôle-là en fait. Et il y a le contraste avec effectivement ce Pattison qui a signé ce contrat et qui finalement est un peu l'exploité du Falot, enfin, il est un peu comment dire? Le type qui va servir de cobaye systématiquement aux comment dire? Aux intentions de l'homme, du chef omnipotent, en fait. Mais bon, après il y a aussi des côtés un peu écolos avec ces créatures qu'on rencontre dans la nouvelle, comment dire? Planète, qui peuvent faire penser un peu à la créature de Okja, finalement. Qui sont OK. très bien dessinés d'un point de vue, tous les effets spéciaux numériques sont absolument étonnants, en fait, hein. Et même toutes les scènes où, parce qu'effectivement, il y a eu un couac dans le truc du remplacement justement de Pattison. Bah, on le C'est-à-dire voit dans la bande annonce voilà, d'ailleurs. on pense que Pattison est mort, en fait. Enfin, comment dire? Les scientifiques pensaient que Pattison était mort lors d'une mission, puis en fait, il n'est pas mort. Et donc, entre-temps, ils ont recréé une version de Pattison. Donc, du coup, il y a la rencontre entre Mickey 17 et Mickey 18. Et donc, du coup, c'est pour tout le film, il y a une relation entre les deux aussi qui se crée. Et toutes les scènes où il y a les deux personnages sont super bien faits, hein. C'est-à-dire, au niveau numérique, on voit pas du tout les effets numériques. Et on reconnaît en plus dans le jeu de Pattison, parce qu'il a vraiment un travail d'acteur absolument étonnant, la différence entre les 2 Mickey justement. Ils ont les ils c'est les mêmes personnages et en même temps ils sont très différents en fait. Et il y a une question qui revient aussi régulièrement dans le film parce que les autres qui ont pas signé le contrat justement de remplacement demandent au personnage de Pattison: «Qu'est-ce que ça fait de mourir?» Et Pattison il est incapable de répondre parce qu'il meurt pas vraiment finalement. Parce que mourir ça serait, pas être remplacé finalement, et il est incapable de répondre. En même temps il dit chaque fois: «C'est quand même très désagréable». Mais ouais, il y a tout un côté, humoristique dans le film aussi et en même temps qui ne masque pas l'aspect tragique en fait, de De ce qui ce se passe film. vraiment quoi. De ce Mmh. qui se passe vraiment, ce côté dystopique en fait avec ces hommes omnipotents et puis ces exploités en fait, les exploités en fait. Ouais, donc ça reste dans la veine des autres films de Bong Joon-ho qui C'est vrai montrent que une sorte de lutte des classes c'est ça, finalement, totalement, ouais, ouais, c'est donc totalement il ça, il ouais. est encore dans cette idée, mais c'est ce qui est pas du tout illogique. Mmh. Et je vois dans le chat, ça parlait, ben, de: «Est-ce qu'on a vu Anora?» Oui, on a vu Anora, on en a pas mal parlé. Est-ce que, on pense que c'est un bon film? Oui, je pense qu'on pense que Ah bah, c'est un oui, bon oui, film. non, c'est assez Et inoubliable quand même. et du coup, oui, faut je pense que ça vaut le coup d'aller le voir en tout Mmh, cas. Et sinon, là, ça reparle de The Substance, on en a pas mal parlé dans mmh. l'émission aussi. Et du coup, tu l'as vu effectivement, Mathilde. Et puis, ben, on va peut-être passer au suivant. Exact, ouais. Alors Et là, on va voir ben, un film plus intimiste, on va dire. donc, est-ce que tu peux me passer Ouais, pardon, désolé. la pancarte comme Ouais, ça, j'écris ça dessus? marche, aucun problème. Merci beaucoup. Tiens, et tout le matériel. Et donc, on va passer à Yokai, Le c'est monde des ça? esprits, Le ouais. monde des esprits. Mmh. Oui, alors Yokkal, par rapport aux 2 autres films qu'on a vus, on est dans un cinéma plus intimiste, on va dire, et qui met en avant quand même le personnage de Catherine Deneuve, justement son vieillissement, en fait, à l'écran, en fait. Et c'est un peu un cadeau qu'elle nous fait, Catherine Deneuve, d'ailleurs, d'être dans ce film. Et par rapport à ça justement, au vieillissement d'une actrice, mais en même temps, à son aura toujours présent en fait, enfin ça elle a un aura incroyable, enfin je veux dire, elle a pas besoin de parler, sa présence, ses regards, c'est vraiment incroyable. Et donc ce film un peu Yokkal, Le Monde des Esprits, c'est, le personnage de Catherine Deneuve qui fait une dernière tournée en fait, au Japon, qui interprète le rôle d'une chanteuse en fait. Donc ses chansons ressemblent un peu d'ailleurs aux chansons un peu de Françoise Hardy en fait, c'est assez intéressant. Elle interprète une chanteuse qui ressemble un peu à Françoise Hardy et elle arrive au Japon et elle s'aperçoit, enfin les Japonais qui viennent l'accueillir lui disent qu'elle a beaucoup de personnes l'aiment au Japon, tout ça, et elle est un peu surprise en fait, elle pensait pas, mais en même temps elle dit qu'elle a un excellent souvenir de ses anciennes tournées au Japon. Donc il y a tout ce rapport-là et justement, par rapport au cadeau que fait,
Deneuve, dans ce film, c'est qu'elle filme aussi la fin d'une chanteuse, en fait, qui, heu, qui va rentrer progressivement dans l'au-delà parce que c'est un peu, elle est filmée enfin, le personnage de Catherine Deneuve, interprétée par Catherine Deneuve, meurt dans le film, en fait. Enfin, au tout début, donc du coup, c'est là que le film rentre et là, je vais pas raconter plus parce qu'après on va révéler trop de trucs. Mais, du coup, c'est un cadeau aussi par exemple, elle est filmée Catherine Deneuve comme, elle aussi, par rapport à sa vie actuellement. Elle est un peu, à fin de carrière finalement et c'est assez étonnant le rapport entre le film et sa carrière et en même temps, elle est toujours aussi belle, quoi. Mais du coup, là, elle fait, dans le yokai, le monde des esprits, on est dans justement, dans toute la dimension, de l'au-delà, au Japon, en fait, des esprits qui sont, en fait, les personnages les personnes mortes qui reviennent, en fait, dans le monde des vivants, sans que les vivants les voient, mais dans le même lieu, en fait. Et le personnage de Catherine Deneuve, à la différence justement avec la culture, occidentale où il y a l'idée du paradis, enfin dans le catholicisme, là, elle s'aperçoit, la comment dire? La chanteuse qui meurt revient comme les autres dans le lieu de vie des vivants, en fait. Et elle fait une rencontre, justement, une rencontre avec, un fan et indirectement son fils, en fait, qui, qui essaye de vivre malgré l'absence d'une mère, enfin et puis retrouvailles avec une mère. Enfin, il y a plein de choses et il y a une espèce de plan avec tous ces personnages, en fait, qui se voient sans se voir et ce rapport entre ces personnages et le comment dire? Le contexte du Japon. Enfin, là, ça se passe à côté de la mer, souvent, il y a des séquences avec la mer et justement l'absence de réponse aussi des comment dire? Par rapport à qu'est-ce que l'au-delà? Qu'est-ce que tout ça, est-ce qu'on a des réponses? Et en fait, pas forcément. Et justement, il y a ce mystère qui rajoute aussi à la beauté de la démarche de Catherine Deneuve dans le film, en fait. Mais, un film assez chouette où, il y a une bande son qui est plutôt pas mal parce que c'est des chansons de comment elle s'appelle? Chéral, je crois, qui était venue à l'Institut Lumière, en fait. Jeanne Chéral, c'est ça? Qui a écrit les paroles des chansons et qui c'est des chansons qui sont interprétées, dans le film par, en tout cas, on la voit, interprétée en playback, mais, les chansons ont vraiment été interprétées par Catherine Deneuve. Donc il y a 3-4 chansons comme ça, écrites par, Anne Chéra et c'est vraiment chouette et il y a cette rencontre aussi de 2 cultures et en même temps, entre l'Occident et l'Orient, en fait. Et je connaissais pas, mais il y a l'évocation d'un rituel qui existe au Japon, un moment où il y a un rituel où, les vivants, et les morts se donnent rendez-vous. C'est-à-dire, c'est un rituel où les vivants se retrouvent et chaque année, les morts de leur famille viennent leur rendre visite lors de ce rituel. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'expliquent. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Enfin, en tout cas, tout ça, c'est très spirituel, hein. Mais, on apprend certaines choses là-dessus. Mais, attends, j'essaie de voir, il y a des images. Je sais plus, ça change de thématique Ouais, dans je le sais pas si ça parle d'un autre film qui est pas encore sorti, qui est Something Old, Something New, Something Borrow, le titre mmh, anglais et le titre français. Le titre, sinon c'est un titre espagnol qu'a dit d'accord. Mathilde avant. Ah OK, Mais, d'accord. Il mais parle du d'un coup, autre film, ouais, il parle d'accord. d'un autre film, hein. D'accord, OK. Donc il y a rien à voir avec Yokai, le monde des esprits, mais c'est un film d'Eric Po, en fait, hein. C'est un réalisateur, heu, de Singapour, en fait et moi, je vous engage vraiment à voir ce film parce qu'il y a, effectivement, on n'a pas de réponse face à l'au-delà, parce que Catherine Deneuve, enfin, le personnage de Catherine Deneuve a connu aussi comment dire? La mort de sa fille et elle pense que, dans l'au-delà, elle va trouver une réponse et pas forcément, elle est juste face à la mer, face à des questions. Mais, il y a toujours ce regard entre le fan et elle, en fait et ce regard amoureux, en fait. Il y a une immense tendresse qu'on lit à travers le regard, face à des questions aussi sans réponse. Finalement, un film peut être très philosophique, en fait, sur le statut de l'humanité face à sa propre mort, en fait. On avait déjà eu le sujet de manière différente, la semaine dernière pour, Le dernier souffle de Costa Gavras. Oui, Et là, du coup, c'était un traitement assez différent parce que là, c'était les vivants qui accompagnaient les mourants, en fait. Et là, du coup, là, c'est les pareil, c'est les personnes en fin de vie. ouais, c'est ça, exactement. Et ben du coup, ben, Ouais, on pourrait parler longtemps de ce film, mais bon, voilà, j'ai un peu donné une petite porte d'entrée, en fait.
Eh ben, très bien. Du coup, là, maintenant, on va changer d'époque. Mmh. On va partir dans un film qui est un immense classique avec de la Technicolor et tout. Il commence en noir et blanc, il me semble Mmh. bien, et après, une fois qu'on arrive Ouais, dans ce monde, donc qui est le monde du magicien d'Oz, ouais, c'est ça, eh ben, on passe à la couleur c'est et ça. tout devient incroyable. Ouais, Alors, c'est un peu sépia au début, c'est un peu sépia oui, le il y a début un du côté. film. Il y a un côté, mais je sais plus si c'est noir et blanc ou sépia. Ouais, t'as peut-être Sépia, raison. sépia, ouais. Et du coup, il y a une histoire de maison. Et bref, du coup, je vais peut-être te prendre la pancarte pour écrire Ah le oui, titre. pardon, désolé. Euh, et pendant ce temps, tu vas pouvoir Merci de me introduire ce film que j'ai vu moi me aussi, mais préciser. il y a quelque temps déjà. Ben, qui fait, rappel à une période du cinéma aussi, c'est-à-dire un film de 1939, qui est réalisé peut-être avant ou après, je sais plus très bien, Autant n'emporte le vent, qui est aussi réalisé par, les 2 films sont réalisés par Victor Fleming. Et au passage, il faut savoir qu'un film de l'an dernier, je crois, qui était Wicked, est aussi dans le monde du magicien d'Oz. Exactement. Donc, le magicien d'Oz a quand même énormément inspiré de films jusqu'aux films les plus récents. Jusqu'à des chansons, en fait, aussi, dans la Bah, culture populaire. avec Wicked, justement, qui est une Heu, comédie musicale, d'ailleurs. ouais, des chansons, mais aussi une chanson de Elton John, où il y a une chanson où il évoque, le passage, The Yellow Brick Road, il parle du chemin de briques jaunes, en fait, qui est aussi, comment dire? Une thématique qui est reprise dans une chanson d'un groupe, garage des années 60, blues garage, on va dire, un groupe qui s'appelle Captain Beefheart et où on parle aussi, Mathilde a dit of The the Wiz aussi. The Wiz. Ah ouais, ça, c'est un autre groupe, en fait, je crois. Je sais Moi, je plus, sais pas, c'est j'en ai Mathilde qui en entendu parler, parle, hein, j'en ai donc entendu parler de j'imagine ça, mais que. j'arrive plus trop à situer, en fait. Mais, la thématique, Ah, c'est Jackson avec les Jackson. Ok, avec d'accord. Jackson 5. En fait, c'est une thématique, la fameuse, le chemin de briques jaunes qu'on retrouve dans Magicien d'Oz justement, avec la Judy Garland donc qui interprète l'héroïne principale, qui se retrouve propulsée dans le monde d'Oz en fait. Et des gens qui ont chaud dans leur costume. Ouais, à l'époque, ouais, c'était assez rudimentaire, on va dire, mais ouais, Donc, une sorte de robot qui a du mal à bouger. ouais, un homme de conserve en fait un Ouais. peu. Il y a un loup, il y a un lion en fait. Il y Mm, a un lion aussi qui veut chercher le courage en fait. ouais. Comment dire? Le robot, l'homme de conserve, lui, il a besoin d'un cœur et l'épouvantail, lui, d'une cervelle. Enfin, donc ouais, c'est un conte là-dessus, Ces personnages sont assez marquants. Et d'ailleurs, au passage, pour avoir vu Wicked, ouais, le d'accord. tout début de Wicked, on peut voir les personnages du magicien d'Oz marcher sur Ouais. justement le chemin. Au tout début de Wicked. Donc, du coup, c'est rigolo Et d'avoir cet hommage-là aussi. de dire aussi que c'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma américain. En tout cas, l'inconscient collectif aux États-Unis, parce que comme on l'a dit, c'est des thématiques qui reviennent dans des chansons populaires, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis. Mais ce film correspond à un passage aussi dans le cinéma parlant, du noir et blanc à la couleur. Donc là, vraiment dans le film, on a l'illustration de ce passage-là, en fait, avec l'intro qui est, comme on a dit, sépia et puis d'un coup, dès qu'il y a cet ouragan, hop, on est propulsé dans le monde d'Oz, en fait. En tout cas, l'héroïne est propulsée dans le monde d'Oz. Justement, tu disais la maison qui qui tourne. Oui, et puis de toute façon, tous les personnages cherchent quelque chose. Ouais, qui cherche quelque chose pour mieux se retrouver finalement Mm. parce que, le personnage d'héroïne de Judy Garland, part au début pour un peu s'émanciper, trouver une indépendance en tout cas et elle est propulsée dans ce monde d'Oz qui va lui, montrer que finalement, elle peut être elle-même en revenant chez elle, mais que le principal, cadeau fait dans le film, c'est de retrouver, que le lien qui unit les gens, c'est, les liens d'affection, en fait, beaucoup. En tout cas, ce qui est mis dans le film, elle se libère, aussi en réappréciant ce qui l'unissait à sa famille, en fait, ce qu'elle ne Alors, voyait pas au début du alors, film, en du coup, fait. il y a Mathilde qui dit qu'apparemment, le tournage a été assez douloureux pour chacun des acteurs et actrices Ouais, et qu'il y avait vraiment des gros problèmes. ouais, Moi, j'ai pas trop ben, eu si, l'info, mais je pense que c'est oui. lié en grande partie au réalisateur Victor Fleming, qui était un réalisateur très autoritaire, très misogyne aussi. Ça a été le même problème qu'a connu Vivian Leigh sur le tournage de Autant n'emporte le vent. Parce il a toujours été insupportable. Il est connu en tout cas pour avoir été, insupportable avec Ah, c'est les marrant parce actrices qu'on femmes, va, en fait. on va encore parler d'un autre réalisateur qui est insupportable plus tard. Ça va être rigolo. Donc c'est pour rejoindre ce que disait Mathilde là, dans le chat, Oui. c'est justement effectivement Victor Fleming était connu pour ça. Ça a été le même problème aussi pour Lana Turner sur le tournage
Dr Jekyll et Mr Hyde avec, Spencer Tracy, qui était aussi réalisé par Victor Fleming. Et puis ça va être le même genre de problème, j'imagine, avec un autre réalisateur dont on parlera plus tard avec Shining notamment? Oui, ouais, Mmh. ouais, qui est assez autoritaire. C'est beaucoup le cas de ces hommes de cinéma, de ce cinéma, de cette époque, en fait, hein. Et bon, on reconnaît la qualité de leurs films, mais ça ne peut pas masquer, leur attitude, sur le tournage, en fait. En tout cas, l'attitude qu'ils ont eue vis-à-vis des femmes, notamment. Mais bon, pour revenir à l'histoire du Magicien d'Oz, ce qui est intéressant, le lien, on pourra faire un lien, parce que Mathilde, tu parlais, tu nous as enlevé le mot de la bouche, de Anora, en fait, finalement, et le lien qu'il peut y avoir entre le film, Le Magicien d'Oz. La série quoi? Feud? D'accord, OK. Bah, je connais pas cette, OK, bah, on repartage. Ça s'écrit bien Feud, hein, Feud. Ouais, oui, donc allons-y donc Anora, donc personnage féminin qui travaille dans le milieu du travailleur du sexe, tout ça, et qui, dans son travail, porte des chaussures, enfin, en tout cas, des talons aiguilles brillants, enfin, clinquants, parce que ça fait partie de son travail. faut prononcer ça Feud? OK. Et il y a le même, phénomène chez, Judy Garland dans son personnage, dans Le Magicien d'Oz. Elle porte des chaussons, rouges brillants, en fait, OK. et du coup, ces chaussures, en fait, font le lien entre les 2 personnages, parce que aussi bien le personnage d'Anora dans le film de Sean Baker, est dans une espèce de voyage d'initiation, finalement. Elle est très ouverte, versatile, mais elle a plein d'espérance, elle est pleine de vie, elle fait des rencontres qui sont un peu des rencontres en trompe-l'œil, finalement, qui finalement vont la ramener à une réalité, heu, comment on pourrait dire? À une réalité amoureuse aussi, une réalité amoureuse, parce que le film de Anora finit un peu comme ça, qui va la rapprocher d'elle-même, en fait, Mmh. de son identité de femme, en fait. Mais c'est aussi le même sujet dans Judy Garland. La différence entre les 2 films, c'est que dans Anora, c'est vraiment un cheminement vers un aller, il y a pas vraiment un retour. Alors que dans le cheminement du personnage de Judy Garland, il y a un aller pour un retour. C'est un film de aller-retour, en fait, on va dire. Mais ces chaussures sont un peu aussi, bon, on pourra parler de Cendrillon, tout ça, mais ces chaussures sont aussi, un objet d'accompagnement des personnages, en fait, qui les révèlent à leur propre identité, en fait, ou en tout cas, à leur propre place, soit dans la famille, soit dans le monde, en fait. Ou en tout cas, va changer, c'est un peu l'objet fétiche qui fait le lien dans leur parcours, et qui, comment dire? Quelque part, va modifier leur regard, en fait, sur ce qu'elles vivent ou sur le monde, en fait. En tout cas, par rapport au Magicien d'Oz, ce qui est important, c'est peut-être plus le chemin que la finalité et je pense que le film le montre Mmh. bien. Je pense qu'on spoile pas énormément vu que de toute façon plein de gens C'est un enfin, c'est un voyage très, très initiatique, vieux de toute film. façon, c'est la base, dans la je pense Mmh. dans la psyché américaine, liée au cinéma. C'est le comment dire? L'image du voyage initiatique, en fait. Mais c'est bien que ouais, c'est marrant de de d'avoir revu Magicien d'Oz maintenant, alors qu'Anora, le film Anora a obtenu, l'Oscar du meilleur film, enfin, et que l'actrice a été primée aussi comme, comme meilleure actrice, en fait, pour le film, et par rapport à l'identité féminine, enfin des femmes aussi, comment dire? La reconnaissance de leurs droits, tout ça. Heu, à noter qu'hier, c'était le 8 mars, la journée des droits des femmes, en fait, Oui, important à signer, d'ailleurs, il y a eu et quelques manifs comme d'habitude mmh comme à chaque fois, comme mmh. chaque année. Ouais, et du coup, dans les 2 films, même si Judy Garland est coincée dans son rôle de petite fille, malgré tout, elle expérimente, un début d'émancipation quelque part, à travers son cheminement dans le monde d'Oz, et aussi après son retour dans la famille où elle, même si elle n'est pas tout à fait en accord avec sa famille, elle arrive à affirmer certaines choses, même si elle n'est pas vraiment encore écoutée, elle arrive à affirmer certaines choses. Et c'est intéressant de voir le parcours du cinéma, et le parcours des droits des femmes aussi, et de l'affirmation de la femme en tant que personnage citoyen en tant que tel, et pas forcément relié, pas forcément s'identifiant par rapport à sa relation à l'homme, en fait, mais aussi par rapport à ce qu'elle est, en fait. Et de voir le cheminement qu'on peut voir dans le film Anora, effectivement, où ça a vraiment changé, en fait. On n'est plus dans la femme n'est plus dans le rôle de petite fille qu'il y avait dans Le Magicien d'Oz, mais elle est devenue une femme à part entière qui s'assume, qui est indépendante, et
et qui essaye de recréer un lien avec ce monde d'hommes dans son indépendance à elle, en fait. Donc il y a tout un cheminement, moi, je sais pas Et si je et pour redire, bah, là, il y a Mathilde qui revient plus au film lui-même, donc Le Magicien d'Oz et dit que il y a la morale du film est très américaine dans le sens où, ben, ça retourne à la famille, hein. there's no place like home, Ouais. en disant que le héros dans le c'est l'idée du héros qui a grandi, Mmh. mais qui revient quand même à la maison à la fin, hein. Ouais, qui revient à la maison, soit, mais il y a quand même, dans la séquence où elle est dans le lit, où elle parle à au à sa famille aussi qui l'avait parce qu'elle était tombée malade, tout ça, qui s'était occupée d'elle. Elle dit certaines choses, même si elle est pas vraiment écoutée, il y a déjà des pistes qui font qu'elle va vers une émancipation, en fait. Mais c'est voilà, après c'est des petites piques qui sont peut-être pas voulues forcément par la réalisation, mais qui existent vraiment dans le film Magicien d'Oz. Et faudrait pas réduire le film justement à cette idée qu'elle revient dans la maison, en fait. Même si, c'est peut-être ce qu'ont retenu les gens, il y a plein de chemins qui, qui font penser à un autre cheminement, en fait, ou à une autre réflexion, en fait. En tout cas, on vous laissera, bah, vous faire vos propres impressions en revoyant le film qui va de toute façon repasser assez souvent normalement dans les salles, Ouais, ou même, à la télévision tout bah, à simplement. la télévision et ce que je vous incite à faire, si vous pouvez le faire, c'est de voir, Anora et de revoir Le Magicien d'Oz. Et Et du voir coup Wicked aussi pour voir aussi. voilà et Wicked Mmh. aussi, comme tu disais, en fait, pour faire aussi pour prendre toute la mesure du cheminement du cinéma aussi et de la réflexion. Et là, on va passer à un cinéma sur une rétrospective qui a lieu à l'Institut Lumière Actuelle. Donc, on va parler du cinéma de Yannick Bellon, Mmh. donc qui est une réalisatrice. Mmh. Qui a fait sur laquelle on a pas mal de films de sa carrière à Bah, on l'Institut a tous Lumière les qui films, passent, en fait, tous les presque longs tous les métrages. films, En hein, fait, parfait. c'est une intégrale de Yannick Bellon, parce Et qu'il y c'est a vrai 10 longs qu'on métrages. on n'entend pas beaucoup parler de Yannick Bellon, mais il y a quand même un paquet de films, En tout cas, ça a marqué beaucoup de gens du qui ont cinéma, en fait. En tout cas, ceux qui l'ont vu, vu les films reviennent les voir. Pardon. Donc ceux qui ont vu les films à la sortie reviennent voir les films de Yannick Bellon, qui a commencé sa carrière dans le long métrage, avait déjà bien 40 ans, mais il avait déjà un passé de réalisation de courts métrages entre la fin de la 2e guerre mondiale jusqu'en fin des années 60, début 70. Et là, à l'occurrence, cette semaine, moi je parlerai de 2 films, qui ont été diffusés à l'Institut Lumière, qui s'appellent L'Affût, réalisé en 92 et L'Amour violet, réalisé en 1978. C'est intéressant de faire le lien entre les 2 films parce que dans les 2 films, il y a ce travail entre comment dire? La présence de la nature et les hommes au milieu, en fait. Les paysages, la nature et l'attitude des hommes et des femmes et des hommes au milieu de tout ça, en fait. Parce que dans les 2 films, il y a cet aspect-là qui intervient pour des raisons différentes, d'ailleurs. Alors dans «L'affût», il s'agit du personnage de Tchéky Karyo qui interprète le rôle d'un instituteur ornithologue, en fait. Et le film se situe dans le pays des Dombes, en fait, ça a été filmé dans les Dombes. Donc un endroit où il y a qui sert un peu d'étape dans l'immigration des oiseaux, en fait. Donc il y a énormément d'espèces d'oiseaux qui se retrouvent dans les Dombes, chaque année, en fait. Donc plein d'espèces différentes, des espèces africaines, enfin, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment un vivier d'oiseaux absolument étonnant et donc le souci du personnage de Tchéky Karyo, c'est comment dire? De protéger ces espèces et de faire rentrer donc cette région des Dombes dans le patrimoine des comment dire? Heu, faire des Dombes une réserve, en fait, Oui, pour OK. justement lutter contre les carnages de la chasse. Donc il y a le conflit entre lui et les chasseurs de la région, justement, le personnage de Tchéky Karyo. Mais parallèlement, il y a aussi le parcours d'une jeune femme, interprétée par Dominique Blanc, qui revient dans son village natal, donc elle s'appelle Isabelle et qui retrouve son ami d'enfance, interprété par Patrick Bouchité, Guy. Donc il y a à la fois il y a cette rencontre entre Tchéky Karyo et Isabelle, en fait, qui sont tous les 2 des personnages, comment dire? Qui essayent de trouver une place puis aussi, parce qu'ils viennent ils même si Isabelle est, comment dire? Est née dans les Dombes, elle est redevenue une étrangère finalement et Tchéky Karyo est un peu un étranger finalement. Donc cette rencontre entre 2 étrangers, heu,
ça parle aussi beaucoup dans le film de notre capacité à donner une place à l'étranger aussi, dont on a besoin aussi, encore un écho à l'actualité. Mais, et donc du coup, l'affût, on pourrait penser l'affût, comment dire? Les chasseurs à l'affût du gibier, mais c'est aussi Che Kikario qui est à l'affût des espèces, qui les observe. Enfin, il y a plein de choses qui se rencontrent dans le film, en fait. Et ce film parle aussi de la beauté des paysages et au milieu de l'attitude un peu cupide des hommes, en fait, au milieu de tout ça. C'est-à-dire, il y a un rapport entre une nature qui ne demande qu'à être accueillie ou à être, comprise ou en tout cas, voilà, qui n'est pas violence au sens de elle peut être violente, mais elle n'est pas cupide comme peuvent être les hommes dans leur violence, en fait. Donc il y a cette différence de violence, la violence de la nature et la violence des hommes, qui n'est pas tout à fait la même. Et là, je vais rebondir sur le film, L'amour violet, réalisé en 78, où là, il s'agit effectivement d'une, personnage principal, c'est, joue le rôle d'une infirmière, en fait. Donc une femme, on nous la présente au début, indépendante, qui fait son métier, tout ça. Donc il y a ses amis, enfin, on présente un peu son contexte de vie, en fait. Et puis d'un coup, va lui arriver cet événement tragique où elle va être kidnappée par des hommes, en fait, et violée lors d'une tournante, en fait, en pleine nuit dans une grange. Pardon. Voilà, donc le film après, ça va être tout ce parcours de cette jeune femme qui va essayer de se reconstruire, dans ses liens aussi avec son amie aussi. Son amie, interprétée par Michel Simonet, qui s'appelle Catherine, et ses amis comme Pierre Arditi. Donc on voit Pierre Arditi au début de sa carrière, qui interprète le rôle de Julien. On y voit aussi, Daniel Auteuil qui fait partie des violeurs notamment, personnage qui viole, la jeune femme donc qui s'appelle Nicole. Donc au début de sa carrière, parce que, Daniel Auteuil avait tourné à l'époque dans des films assez nazes qui s'appelaient je crois les Soudoués, un truc comme ça. Du coup Bon, c'est des films qui sont populaires, qui ouais, sont voilà. rigolos quand même. Ouais, bon, quand même Yannick Bellon lui a offert un rôle, bon, complètement à l'opposé en fait, on va dire. Non, c'est plus quelque chose de très tragique, quoi. Ouais, mais plus un personnage construit vraiment, Oui, OK. dans un scénario, d'études de mœurs, enfin solide. Et donc, on voit le personnage de Nicole qui va passer de la volonté de se venger, voilà, de ce dégoût d'elle-même, passage de la vengeance à la justice. C'est-à-dire qu'elle va finir par prendre ce qui va lui permettre comment dire? D'agir, en fait, et ne plus être, dans le fait qu'elle est victime d'un viol, de pas rester victime, c'est d'être agir dans la justice et de faire accuser comment dire? Les responsables, en fait, enfin, les criminels, en fait. Et donc il y a ce passage où elle veut se venger et puis elle passe à la justice où là, elle prend un peu de distance, et c'est aussi le passage du ressentiment, on va dire, quelque part, à la raison où elle s'aperçoit que son attitude de femme violée, son action en justice, c'est aussi pour les autres femmes, en fait. Ça a valeur pour les autres femmes et pas que pour elle. Et donc du coup, c'est aussi, son indépendance de femme, c'est l'indépendance des femmes, leurs droits aussi, en tant que personnes qui doivent être respectées, en fait, en dehors de leurs relations forcément avec les hommes, en fait. Voilà, elles s'identifient pas forcément à leurs relations uniquement avec les hommes, mais aussi en tant que femme, donc il doit comme, vis-à-vis des hommes, on leur fait pas de mal, ben, on n'a pas à faire enfin, je suis un peu m'exprime un peu de manière, un peu basique, mais d'être respecté comme les hommes, en fait, tout simplement. D'être à égalité, Voilà, finalement. égalité, en fait. Et donc il y a ce passage, qui vraiment dans le film, dans les relations qu'elle a avec ses amis, ce passage où elle passe justement du dégoût d'elle-même, du ressentiment où elle veut se venger, au passage de la raison où là elle va entamer des procédures qui sont compliquées, en fait. On comprend mieux maintenant comment que pour beaucoup de victimes, c'est difficile de porter plainte parce que c'est un parcours du combattant, et là on le voit dans le film. Il faut tout redécrire, enfin voilà, enfin c'est tout un travail, en fait, et ce qui est difficile, c'est que c'est un travail qui est demandé aux victimes, en fait, finalement, et c'est ça qui est le plus difficile. Donc c'est un très beau film qui, Qui est très dur, du coup. dure et moi, qui m'a hanté pendant 2 jours, en fait, après, Ah oui, OK. après l'avoir vu. C'est-à-dire, je revoyais Donc des il faut quand même séquences, se en fait. préparer un peu, pour le film. Bah, en tout cas, il faut éviter enfin, il faut déjà avoir une forme de distanciation, en fait, pour voir le film. Parce que, c'est, Ça peut vite, être c'est frontal, prendre en fait.
Ouais, OK. Ouais, c'est très frontal dès le début est enfin, en tout cas, la séquence du viol est très frontale Ouh. et justement, ce qui est bien dans le film, enfin, je sais pas si on peut dire ça bien, c'est un peu le terme est pas forcément bien choisi, mais c'est qu'elle filme, la séquence de manière très, comment dire? Enfin, le réalisme, c'est pas vraiment ça, mais ce n'est pas du tout malsain comme ça a pu être le cas pour Sam Peckinpah, par exemple, dans un film comme, Chien de paille, où là, il a la manière de montrer le viol de manière plus malsaine, en fait, on va dire et plus équivoque, en fait. On sait pas trop Oui, comment on essaye pas de faire ça comme quelque chose de désirable, quoi. non, non, OK. là, il y a vraiment le truc, la reconstitution, en fait, réelle, en fait. De Il y a un manière souci crue, ouais, OK. d'authenticité et de souffrance de la femme, Oui, OK. vraiment, hein. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans les scènes de viol dans d'autres films. Ce qui effectivement peut être très dur à voir aussi, hein, Dans la j'imagine. mesure où c'est montré dans sa nudité, en fait, hein. C'est bien Mmh. ça le truc, en fait, c'est ça qui est le plus difficile, c'est que, voilà, c'est un crime, voilà. Et ben, en tout cas, merci pour, donc ça termine sur une note un peu plombante pour, Yannick Bellon. Je pense que je sais pas si on aura encore d'autres films, parce que je crois qu'il y a d'autres films de Il y a Yannick d'autres Bellon films, ouais, il y qui a ont lieu, dont on parlera, ben, les prochaines fois, je pense. ouais, ouais. Et du coup, on va faire une petite pause entre une deuxième rétrospective en parlant de l'invasion des profanateurs Et oui. dont je vais écrire le titre sur Ah pardon, désolé. Tiens, la petite la pancarte. petite pancarte. Alors oui, qui a connu ce film de Don Siegel de 1956-55, qui s'inscrit dans un climat de, comment dire? De guerre froide, hein. Donc il y avait beaucoup de films comme ça de paranoïa, vis-à-vis de l'extérieur, qui s'exprimaient justement par des scénarios comme ça, de science-fiction, on va dire quelque part. Voilà, il y avait et donc ce film, L'invasion des profanateurs de Sépulture, a connu un remake de Sépulture, en fait, Body Schaffner. Body Schaffner a connu, son remake avec, Daniel Sutherland, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, le prénom, j'ai pas, en tout cas Sutherland, c'était il a eu un remake dans les années 70 qui est de Kaufman, je crois. Qui d'ailleurs a permis aux gens de revoir l'ancien, enfin l'original, des années 50. Voilà, on est vraiment dans le film de genre, en fait, hein, de de paranoïa collective, d'idée de comment dire? Comment on appelle ça? Ah! Je le trouve pas. Ouais. Heu, de capacité d'action, non, de perte d'autonomie en fait, comment on appelle ça? Il y a un terme, bon, c'est-à-dire qu'effectivement, il s'agit dans le film de personnes extraterrestres qui viennent, comment dire? Piquer les corps des vivants terriens en fait, sans bien sûr leur demander leur avis, bien entendu et voilà, c'est la perte de libre arbitre, voilà. Ouais, c'est ça, ouais, enfin, sur Sépulture. Sur l'idée de la perte, c'est des films, surtout qui sont sur le thème un peu de la perte de libre arbitre, en fait C'était long à écrire. et de crainte aussi qu'avaient les États-Unis par rapport à ce qui se formulait du communisme, en fait, qui existait aussi dans le système communiste, où en fait les individus n'ont pas de liberté d'expression, n'ont pas, comment dire? N'ont pas de libre arbitre, en fait, qui sont dominés par un État autoritaire et donc toute la structure des films de cette époque américain, de série B, en fait, était là-dessus, sur la peur d'une invasion étrangère où il y ait où les gens risquaient de perdre la liberté d'expression, leur libre arbitre, tout ça. Et donc effectivement, les envahisseurs, sont la concrétisation de cette société autoritaire où effectivement il y aurait plus de liberté d'expression, plus de personnalité individuelle. Enfin, il y a vraiment l'idée de perdre la personnalité individuelle, qui est un truc typiquement américain en fait, enfin qui défend, la comment dire? La réussite individuelle, sa libération, tout ça, puisque enfin voilà, enfin, c'est ça qui est mis en avant dans la pensée américaine, on va dire. Sa réussite, sa liberté, tout ça. Mais toujours centré sur l'individu, en fait. Sans forcément sans forcément parler du collectif, en fait. Que le collectif, c'était l'inverse, en fait. Le collectif, c'était l'autorité, la perte d'identité, la perte du libre arbitre. C'était comme ça que se fabriquait, en fait, l'idéologie américaine et toujours encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Et voilà, le film est très bien ficelé. Enfin, c'est vraiment, on suit le parcours d'un médecin qui découvre, ce phénomène qui se passe dans sa ville et et tout le film est basé sur, est-ce qu'on va le croire ou pas le croire, en fait.
Voilà, bon, et bien, bon, c'est très bien ficelé, ça dure 1h20, ça faisait partie de ces films en double programme, en fait, qu'on voyait dans les cinémas drive-in à l'époque. Avec un petit budget, il arrive à faire un film, Don Siegel, totalement, proche de la photo des films noirs d'ailleurs, hein, des films policiers de l'époque, en fait. Bon, le choix des acteurs laisse un peu à désirer quelquefois, le jeu est pas forcément au rendez-vous, mais c'est un film que j'avais pas vu depuis une dizaine d'années. Le revoir, c'était vraiment un vrai plaisir, en fait. Ouais. Eh ben, écoute, Mmh. ben, à regarder, j'imagine. Du coup, suite à cette petite pause, Série entre B. 2 séries B, entre 2 Ouais, rétrospectives ouais. avec un titre super long, et ben, je vais en écrire un beaucoup plus court, puisqu'on va parler, des adaptations de Stephen King et avec un des plus connus cette Bah, vas-y. fois-ci, qui est sans doute, ben, le film, qui a peut-être le plus marché des films de Stephen King, mais pas immédiatement. Shining, ouais. Et Ouais. qui, met en scène justement un Jack Nicholson avec une Shirley Duval ou Shelley Ouais, je Duval, crois, je sais plus comment on ouais, dit, ouais, c'est ça. qui a eu des traumatismes par la suite. On parlait de femmes Visé un par peu qui ont eu un peu de mal, et ben on est sur ça. Donc Shining, je vais essayer de l'écrire sur la pancarte que tu vas me passer. victime, d'hommes Et autoritaires, voilà. on va dire. Et l'homme autoritaire, est bien sûr le réalisateur, Kubrick, qui est connu pour Ouais, sa volonté d'être très, je vais écrire. perfectionniste, peut-être un peu trop. Mmh. Ça va, c'est plus court. Et du coup, il faut savoir que le film, ben, aujourd'hui, il est très marquant parce que du coup, il y a énormément d'autres films qui sont inspirés à tel point qu'il y a des séquences entières qui ont été faites notamment par Spielberg dans Ready Player One, Mmh mh. où il a consacré bah, toute une séquence à Shining. Pour le coup, le film n'a absolument pas plu à, Stephen King. C'est vraiment un Mmh. film, qu'il n'aime pas du tout, et pourtant sa suite, donc Doctor Sleep, que je n'ai toujours pas vu, là, pour le coup, il l'a plutôt approuvé, alors que c'est un film qui a beaucoup moins bien marché, et pour le coup. Donc Shining, principe, on va retrouver Mmh. donc cet écrivain qui va vouloir, ben, aller avec sa famille, donc sa femme et son fils, se réfugier, quelque part pour écrire. Enfin, il est recruté, en fait, Voilà, il répond à une annonce d'emploi, en mais il fait. va répondre Ouais. à cette annonce d'emploi Mmh. pour s'occuper du lieu c'est un La hôtel morte finalement, saison, en fait. c'est l'Overlook Hotel, Ouais. et c'est un endroit où la saison est morte, donc où il y a personne, donc il doit s'en occuper. Mmh. Il y a des provisions là-bas, Mmh. et pendant ce temps, ça va lui permettre d'écrire son bouquin. C'est ça Mmh. le principe, Mmh. du film. Et il faut savoir que le personnage de Danny, donc le fils, a une connexion avec un des employés, ben, de l'Overlook Hotel. C'est ça, le maître, cuisinier. Voilà, et c'est ça et c'est cette relation qu'on appelle le Shining, The globalement. Shining, ouais. Ouais. Pour ça que j'ai mis à dessein, pour le titre, j'ai mis entre parenthèses The Mmh. Shining. Et donc l'idée du Shining est pas du tout, enfin, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le cinéma de Stephen King, avec c'est quelque chose d'un peu ésotérique, qui crée un lien un peu surnaturel, un peu télépathique Ouais, finalement. l'idée de prescience, en fait, Ouais. aussi. De prescience. Et ça va être assez récurrent dans le cinéma, dans Mmh. le, pardon, pas le cinéma, mais dans la littérature de Stephen King, alors que je n'ai absolument pas lu, donc bien sûr, allez lire les bouquins si vous voulez, mais moi j'ai plutôt vu les adaptations, Mmh. enfin plusieurs adaptations. Et ben, je sais même pas si Shining n'est pas une des premières adaptations que j'ai pu voir, effectivement. Donc c'est pas un film c'est un film quand même qui est un film classé dans l'horreur, hein, pour le coup. Et qui est assez marquant aujourd'hui dans l'horreur, alors qu'à sa sortie, ben, beaucoup moins. Et Mmh. on va avoir cette idée du film qui est construit finalement comme une sorte de labyrinthe. Mmh. C'est globalement ça l'idée du film. Si jamais, essayez de revoir un peu toutes les références qu'il y a au labyrinthe, et tout le fait que les labyrinthes sont volontairement imparfaits pour voir, ben, justement cette idée de perte est Mmh. assez fascinante, justement, je trouve. Bah, comme aussi l'idée de perdre la vie dans le labyrinthe, parce qu'il y a une référence au labyrinthe du Minotaure, en fait, clairement dans le film. Il y a l'idée il y a aussi la mythologie. L'hôtel est un labyrinthe, hein, pour le coup. Bah, ouais, d'ailleurs, c'est filmé de cette façon-là, en fait, Oui, où il y a des choses complètement illogiques dans des où passages il y pour a qu'on il y a des mouvements de caméra qui correspondent à d'autres mouvements, c'est-à-dire il y a des travelling arrière qui correspondent à des travelling avant, enfin, et il y a des endroits c'est par où ils sortent et ça oui, devrait pas être le cas. et qui deviennent des portes aussi. Oui, C'est-à-dire qu'on peut plus,
il y a un travail entre le laby parce que à côté de l'Overlook Mmh. Hotel, il y a un labyrinthe et il y a une correspondance entre les 2 en fait. C'est ça et puis il y a Mmh. l'idée aussi que Danny est sur son tricycle, Voilà. se balade dans les couloirs et que c'est labyrinthique. Il y a vraiment Mmh. cette idée de labyrinthe qui est très présente dans le Ouais. film. Ouais et puis ce film est construit comme une souricière en fait, hein et aussi il y a un comment dire? Une descente, dans le domaine de la démence en fait, tout simplement, liée à l'isolement. Est-ce qu'il y a on peut parler du tout le travail d'acteur de Nicholson qui a été absolument incroyable. Enfin, il s'est investi dans le film énormément, il a répété Mmh. énormément. Il a été en totale, symbiose avec l'auteur, Kubrick Mmh. qui est connu pour, tourner jusqu'à 50 prises, Et 50 fois les puis mêmes scènes, enfin on voit le côté agressif qu'il a dans le film de mmh Nicholson est sans doute un de ses rôles les plus agressifs qu'il a eu. Il est terrifiant vraiment à par moments, notamment avec la scène de l'escalier pour ceux qui l'ont vu, elle est assez horrible. Bien sûr les scènes qui arrivent plus tard, mais cette scène de l'escalier est vraiment horrible. Si jamais, par rapport, ben, au personnage, il y a aussi une volonté pour Kubrick que ça soit plus vrai encore et que ça soit plus terrifiant et je pense que ça a beaucoup joué sur le personnage de Duval, enfin l'actrice en elle-même La manipulation, ouais. qui en a sans doute beaucoup souffert par la suite de ce qu'on a compris. Parce qu'il est Heu, lié au cinéma, l'aspect mmh, manipulation, les auteurs qui manipulent les acteurs, mais qui est lié de fait à la structure de la création cinématographique, hein. C'est-à-dire qu'au cinéma, on pourrait dire qu'il y a la pensée de l'auteur et les acteurs, ce sont les corps objets de la pensée de l'auteur. Donc il y a de fait, dès le départ, une attitude, manipulante de l'auteur sur les acteurs, de fait. et juste pour redire un truc, donc je vais reprendre un peu le message qui a été dit, qu'on voit pas trop la correspondance. Alors moi, j'ai pas lu le bouquin, mais oui, c'est vrai que le titre Shining n'est pas forcément si évocateur que ça, parce qu'il y a tellement de choses sur l'aspect humain qui se passe à l'intérieur, plus que sur le pouvoir finalement de Danny, qui le lie avec le Shining Pouvoir qu'il ne ouais. contrôle pas, en fait, hein. C'est ça. Donc c'est vrai que Mmh. le Shining qui est son pouvoir n'est pas du tout le centre du film, c'est vraiment la relation humaine qui est plus importante. Limite il y aurait pas ce Shining, le film aurait autant d'impact je pense, Bah, peut-être que ce qui fait la différence, c'est justement le fait, ça nous replonge nous dans notre propre enfance et dans l'idée de l'enfant et de la pensée magique de l'enfant, en fait. Donc ça, que tout le monde connaît dans sa vie, en fait. C'est-à-dire que les enfants comprennent des choses, mais ne les formulent pas, n'arrivent pas forcément à comprendre énormément de choses dans ce qu'ils vivent auprès des adultes, mais leur différence, c'est qu'ils n'ont pas les capacités de les formuler comme les adultes et la capacité de formuler une pensée critique comme l'adulte, en fait, qui a après et par voilà, qui et surtout que, ben, au bout d'un moment, Danny est un personnage qui devient limite un antagoniste, donc où il est limite comme possédé dans ouais, le ouais. film. Enfin, c'est du coup, on retient encore moins l'idée du Shining est moins présente, je trouve, parce qu'on est limite dans de l'horreur là, pour le coup. En fait, je Et dirais c'est assez que, diff je sais pas si c'est voulu, si c'est dans le bah, le bouquin ou pas. shining du personnage, j'ai envie de dire du gamin, ça révèle, la descente aux enfers, qu'on voit dans tout le film, en Mmh. fait. C'est-à-dire que lui, il voit en avance ce qui va se passer finalement. Il le Mais formule pas forcément, il mais devient agressif même, Danny, à un moment donné. il devient agressif sans l'être, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est peut-être l'aspect le plus grotesque du film sur, la 2e voix de Tony, du gamin. Dans ce dédoublement, en fait, où il s'est créé un compagnon parce que ses parents changeaient beaucoup d'endroit de vie, en fait. Donc, il était souvent seul. Donc, il s'est créé un compagnon de route, en fait, hein, ce personnage de Tony, en fait, qui devient finalement le représentant du Shining, voilà, du Shining du petit enfant. Mais justement, il y a un truc, il joue là-dessus, il se moque à travers certaines séquences, Kubrick, du grotesque des films d'épouvante, en fait. Avec cette voix-là, qui répète, Red Rum, Red Rum. C'est justement la partie la plus, grotesque du film. Il se moque du grotesque des films fantastiques habituels, mais aussi il parle à travers cette deuxième voix, de la différence de perception qu'il peut y avoir entre les adultes et les enfants. Pour un enfant, pour un adulte, ça va devenir, ce genre de petites voix répétées, ça va être quelque chose d'un peu grotesque. Mais pour l'enfant, ça n'est pas grotesque du tout, ça équivaut à une réalité que vit le personnage et du coup, il y a une différence de perception là-dessus qui revient dans ces scènes-là, en fait. Du coup, ça dit dans le chat que, Mmh. bah, c'est ce qui aurait pas plu à King, c'est le fait que c'est peut-être un peu trop centré sur la folie de Jack et moins sur, Danny. Effectivement, on met beaucoup en valeur les Ouais, ouais. personnages de Nicholson, et de Duval. Il y a l'idée qui est pas un peu plus effacée, mais qui rend plus terrible le truc. Il y a l'idée, que
le mal représenté dans le film prend le dessus sur le ton protecteur du Shining. Effectivement, c'est ça que je disais avec l'idée de l'aura, Mmh. qui prend un peu le dessus Mmh. sur le film et qui masque un peu, l'idée du Shining. Et dans ce que disait encore Mathilde, c'est que normalement le héros de l'histoire, c'est censé être Danny. Et effectivement, on retient pas forcément plus Danny que Nicholson. Nicholson a vraiment Je pense que peut-être, tous les personnages ont une ouais, importance importante, même si on Nicholson arrive, prend ouais, un c'est peu ça. le devant parce que voilà, il y a Mais il y a pas une volonté de mettre quelqu'un en prédominant, je pense, par Kubrick. non, Ce qui fait qu'à la fin, ben, Nicholson, c'est sa prestation qui fait que, il passe presque devant les autres, quoi. oui et puis l'intention des auteurs, c'est pas forcément de coller à l'œuvre littéraire au départ, hein. L'œuvre littéraire leur sert de point de départ, mais le souci de Kubrick, c'est de faire vraiment un film à part le bouquin aussi, différent du bouquin. Je pense qu'il s'est basé sur le film. Peut-être que Stephen King a moyennement apprécié, mais bon voilà, c'est on fait le cinéma, c'est pas la littérature, hein, ça n'a rien à voir. En tout cas, En tout cas, c'est pour évoquer d'autres mmh, thématiques parce qu'il parle d'autres choses, peut-être que pas forcément abordées dans le film en de en Stephen tout dans le cas livre de en Stephen tout cas, King la et popularité à travers le temps du film mmh. et le fait qu'il soit aujourd'hui autant Ouais, utilisé comme inspiration montre que, ben, c'est pas parce que l'auteur, enfin, du bouquin qui a été adapté, mmh. comment dire? A un avis sur Mmh. le film que pourtant le film ne va pas non plus, lui, être une vraie œuvre, à part qui va Bah, c'est inspirer des gens. ça. Ouais, Il a une vie indépendante, le c'est film, par ça. rapport au roman. Ça, c'est important de le souligner, notamment par toutes les thématiques, abordées, hein, d'un point de vue de trajectoire de caméra, justement, sur l'idée du labyrinthe, sur la thématique de Chronos aussi, thématique du père qui dévore ses enfants aussi. Il y a aussi le truc de Thésée, le Minotaure, mais il y a aussi l'idée que je pense que, comment dire? Kubrick parle aussi à travers cette idée de cet hôtel construit sur un ancien cimetière indien. Il parle aussi à travers cette descente aux enfers et cette, comment dire? De l'écrivain en fait, dans la folie. Il parle aussi d'une éventuelle vengeance en fait, des Indiens, des esprits indiens, parce que les Blancs auraient justement pas respecté leurs croyances, violé la terre sacrée du comment dire? Du cimetière indien et du coup, ça serait une vengeance des esprits, Navajo qui font partie enfin, la tribu des enfin, c'est la famille de enfin, les Apaches font partie des Navajo, enfin vice versa, c'est la même tribu amérindienne en fait. Donc il y a aussi cet aspect-là aussi. Je pense que Kubrick il y a plein de façons d'analyser le film, en fait et pour Kubrick, c'est l'enjeu, c'est pas tant de faire une adaptation du roman, c'est de parler, de différentes mythologies, en fait, qui font de ce film un film, à dimension latine, en fait, complètement, en fait. C'est-à-dire que, comment dire? Ne jamais oublier que Kubrick est un auteur anglais, en fait, un auteur européen, en fait, qui a travaillé aux États-Unis, mais qui a conservé, ses, comment dire? Ses inspirations, enfin, son lien avec la mythologie grecque, gréco-romaine, en fait. Ça, c'est évident, quoi. Moi, je voulais revenir sur un petit passage Mmh. du film parce qu'on a une machine à écrire où Jack Mmh. va se retrouver à taper sur cette machine quelque chose de très Mmh. répétitif et qui vire à l'obsession. Mmh. Notamment en anglais, c'est All work and no play makes Jack a dull boy. Mmh. Qui va remettre, mais en réalité, Kubrick a fait une version différente par pays. Mmh. Et notamment en France, on n'a pas du tout ce texte-là, puisqu'on a un tien vaut mieux que deux, Mmh. tu l'auras. Mmh. Donc, selon la Ah, version il que vous avait regardez, changé ouais, le ouais. texte, en fait, je savais pas ça. Selon la Je version savais que vous pas. regardez, Mmh. et ben, en fait, vous n'avez pas le même texte. D'accord. Et du coup, il se trouve que ben, aujourd'hui, c'est pas forcément simple de retrouver les versions françaises, par Mmh. exemple, de Shining, Mmh. pour voir ça, vu que même nous, je crois que quand on regarde les versions au cinéma, on a Mmh. toujours la phrase d'origine, Mmh. alors que pourtant, dans les copies de l'époque, Mmh. il y avait bien, en fonction du pays, la Mmh. bonne phrase. Ouais. Donc ça, c'est assez intéressant, je pense, Mmh. de savoir ça. Mmh. Donc, il y a, Mathilde qui dit que Kubrick est devenu anglais. Il est né américain, donc effectivement, il a vécu à Londres, il me semble, pour écrire par la suite, ou en tout cas à côté de Londres, si Mmh. je me gourre pas. Alors que c'est pas le cas effectivement dans le début de sa carrière. Et j'aurais aimé voir la représentation d'un pouvoir surnaturel, alors je sais pas, Mais ça, c'est un choix au assez niveau puissant. du goût, du plaisir en tant Mmh. que spectateur. Est-ce que, il y a toujours une différence entre ce qu'on aimerait voir et ce qui est fait réellement par l'auteur, en fait, hein?
C'est-à-dire qu'il y a l'œuvre, est-ce que le spectateur veut de l'œuvre aussi, fait de l'œuvre aussi? Et là, quelquefois, ça correspond pas forcément, les 2 se correspondent pas forcément. En fait, toujours est-il qu'on peut dire que, comment dire? Kubrick a une œuvre qui de toute façon, bah, marquera, et enfin, à chaque génération propose de nouvelles lectures. On peut avoir de nouvelles lectures chaque fois de son film, ce qui en fait justement un film à des œuvres à part entière en fait, hein. Un peu comme les œuvres de Hitchcock, pas tous les Hitchcock, mais une bonne partie des films de Hitchcock, Abel Gance ou même, Melville aussi, qui sont des auteurs qui à chaque génération, proposent des nouvelles lectures de leurs films, en fait. Même si les auteurs sont plus là, en fait, ces films survivent, en fait, parce qu'ils ont plein de portes d'entrée. Ils sont tellement travaillés, heu, les mouvements de caméra, les correspondances entre les mouvements de caméra dans les films et heu et à la fois les relations entre les personnages correspondent aux mouvements de caméra. On sent qu'il y a un travail sur la trajectoire, sur, des personnages dans les plans. Il y a un travail sur une manière de, comment dire, de concevoir l'arrière-plan, le premier plan toujours. C'est toujours très présent dans les montages de ces films-là que j'ai cités, enfin en tout cas les auteurs. Il y a toujours ce travail-là et moi je vous dirais qu'en fait il y a 3 règles d'or, on va dire quelque part dans la lecture d'un film. Il y a la notion de trajectoire, la notion de perspective, en tout cas dans la lecture d'image et puis la notion d'horizon en fait. C'est les 3, on va dire les 3 thèmes de construction du cinéma en fait et c'est vrai que ces films-là, ils remplissent toutes les cases, en fait. C'est-à-dire qu'avec ces films-là, il y a vraiment, toutes ces cases-là qui sont remplies et alors vraiment pour Shining, c'est la totale et en plus, ce qui me paraît intéressant par rapport au film Shining, c'est que Kubrick a toujours été critique vis-à-vis du cinéma, hein. Ça, c'est évident dans ces films-là, de ce qu'est le cinéma, en fait, et critique aussi vis-à-vis d'une certaine idée, que montrent du cinéma les Américains, en fait, aussi, je pense. Et ben, du coup, on va vous laisser revoir Shining Voilà. et vous faire vos idées et le comparer, si vous voulez, avec le roman ben, de Stephen King. Ouais, Pendant chacun choisit sa porte d'entrée, en fait, hein, finalement, c'est pas et du coup, oui, on peut être déçu mmh. ou apprécier certains choix. Moi, je pense qu'on va passer à une autre adaptation Stephen King que je n'ai pas vue parce que je crois que c'était une science unique, Silver Bullet, qui est Silver Bullet, avec le titre d'exploitation française Peur bleue, la peur bleue. 1985, un Ou film de peur Dan bleue. Une peur bleue, C'est une peur bleue ou ou peur bleue? Peur bleue tout court. Eh ben, je veux Ouais. bien. Ah, je vais la Bah, de toute façon, moi, je n'ai pas vu Peur bleue. Donc, je veux bien meubler pendant ce temps. Donc, c'est un film qui est passé une seule fois à l'Institut Lumière, donc qui fait sa rétrospective. Donc, je n'aurai pas forcément l'occasion de le voir de sitôt. Donc, adaptation encore une fois. Donc, Peur bleue. Titre anglais Silver Bullet. Je ne sais pas comment meubler maintenant. Parce que Vincent, je pense que tu vas nous en parler. Peur bleue avec un E à la fin ou pas? C'est une grande question. Est-ce que comment dire? Je crois qu'il y en a un. L'adjectif bleu, forcé ouais, normalement, on devrait avoir un ouais. Oui, oui, il y a un Il E. y a un E à la fin? D'accord, d'accord. Ouais. Et Alors donc peur bleue. Il y a une peur bleue dans le film. ouais, Peur bleue, bon, qui est lié, à la base même du fantastique, on va dire. Ah mince, j'arrive pas à le mettre. Faut le centrer. Parfait. Parfait. Alors, voilà, bon, film Peur bleue s'inscrit toujours dans la thématique des films, C'est voilà, l'histoire de loup-garou? de loup-garou, effectivement, bon. Donc c'est les ennemis des vampires. Oh, pas forcément, parce que ça, c'est encore un autre truc. Loup-garou contre Pardon. vampire. Non, mais ça pourrait être c'est un thème aussi qui était abordé au cinéma, loup-garou contre vampire. Mais, oui, bon, après, il y a guerre de mystère dans le film. Ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est un film produit par Dino De Laurentiis. C'est bien de préciser ça parce que Dino De Laurentiis a une histoire, cinématographique, enfin, en tout cas dans le milieu du cinéma assez incroyable. Il a commencé, dans le cinéma américain des années 50 et puis il a continué dans les productions, fabriquées, il est resté coincé sur Pattinson. Attends, c'est marqué Daniel, je sais pas comment. C'était bien. Pardon? C'est Daniel, le réalisateur, Daniel Daniel Attias, ouais. Attias, oui. Ok. Pourquoi? Non, mais ok, autant pour moi. J'ai dû zapper un truc dans ce que t'as dit. Non, Daniel Attias, bah, après c'est intéressant, Dino De Laurentiis qui a produit des films comme Vacances romaines Produit, ok, merci. et puis du coup, produit avec Audrey Hepburn, je crois. Oui, c'est ça, Vacances romaines. En tout cas, il a produit des films qui étaient fabriqués par les Américains en Italie
Donc c'est quand même des productions assez solides, par exemple Billy Wilder Ça ou dit dans le chat que je suis resté coincé sur Pattinson. Je pense que sur c'est Mickey 17, par rapport à Mickey 17 sur et par Mickey rapport, 17, ouais. j'imagine, à un autre film dont j'ai vu seulement le premier volet à l'époque, et d'un petit film indépendant qui s'appelle Orio Twilight. Ah, Une Twilight, le petite truc de histoire de vampire, là? vampire, ouais. Ouais, ouais, Voilà. Enfin bref, c'était qui juste... a peuplé l'imaginaire collectif pendant 5 ans. ouais, et maintenant, je 6 sais ans pas ce que peut-être, les gens par des séries, repensent des de ce séries, des film. séries, des séries. Ah bah Pattison, ouais, bah forcément, et puis aussi l'actrice, comment elle s'appelle l'actrice Stewart, Sans doute. c'était l'actrice On féminine nous en dira fait. sans doute dans le chat. Mais bref, Ouais, je j'ai t'ai pas tout en recoupé. tête. Je Ouais. peux revenir sur Peur Bleue, donc les loups-garous. Ouais, qui s'appelle, le titre original était Cyberboulette, et là je parlais notamment de Dino De Laurentiis, Kristen Stewart. qui est passé de production d'auteur à d'autres productions de type d'auteur, parce qu'on pourrait dire que les films série B genre peuvent être aussi considérés comme des films d'auteur, à moindre budget, différents forcément avec des moyens différents, avec des sujets plus liés au genre, mais qui peuvent conserver une patte d'auteur en fait. C'est-à-dire que ce film de Daniel Attias finalement a une grosse patte d'auteur, ce qui est assez surprenant. D'ailleurs, il y a plein de petites idées dans ce film qui sont intéressantes. Et même la créature du loup-garou a été dessinée par Carlo Rambaldi. Carlo Rambaldi, qui est connu aussi pour avoir dessiné la créature de Alien, après qui a été transformée par quelqu'un d'autre. Mais Carlo Rambaldi c'est un personnage qui était aussi un peintre, tu vois, et qui a habité beaucoup le cinéma de genre, en fait, on va dire, ou de science-fiction, anticipation ou d'horreur, parce qu'il a beaucoup dessiné de créatures, en tout cas dans ses coproductions, on va dire, enfin, ses productions américo-italiennes, on va dire. Et du coup, pour revenir à Silver Bullet, c'est effectivement, bah, c'est vraiment un conte axé sur un petit enfant handicapé, en fait, qui va être finalement, comment dire, celui qui va trouver la réponse pour lutter contre des crimes qui ont lieu dans une ville américaine de province, suite à la pleine lune. Donc, vous connaissez les trucs du loup-garou, tout ça, Ah bon? et que c'est lui qui va trouver la solution. Ce Donc il qui y a est l'histoire de Pleine Lune. Ouais, une histoire de pleine lune forcément. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce petit enfant en fauteuil roulant, il y a tout comment dire? Son environnement qui est bien décrit. Vraiment, il y a des séquences de famille, la relation avec la sœur aussi, et et de savoir il y a aussi cette trouvaille d'idées. Je savais pas qu'il existait des fauteuils roulants à moteur thermique. Mais il y a aussi, dans l'idée, dans ce film, il y a aussi, la relation de ce petit enfant avec, son oncle qui lui fabrique un autre fauteuil. Alors là, c'est absolument incroyable, et vous allez trouver j'ai jamais vu ça, un fauteuil, vraiment, très original, qui ressemble à une moto. Enfin, c'est vraiment une trouvaille, tu vois? Enfin, et dans ce film, il y a vraiment des trouvailles absolument étonnantes. Donc il y a, Donc l'oncle, ouais. niveau décor, tout ça, c'est parfait. Ustensiles. Ouais, ustensiles de cuisine, comment dire? Recyclé dans un fauteuil à moteur thermique, moto, pour le petit enfant, cadeau de l'oncle à son neveu. Et ce fauteuil va lui permettre de trouver d'échapper à la bête féroce, et puis de trouver justement de pas mourir, en fait, de trouver la solution pour éliminer la bête. Mais de toute façon, ce film, je vous raconte pas grand-chose, c'est des séries B, donc on connaît un peu l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est comment est formulée l'histoire, en fait, et comment les personnages se situent dans une histoire déjà qu'on connaît un peu d'avance, en fait, de toute façon, dans ces films fantastiques. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une vision, dans un petit film, en fait, du fonctionnement d'une société locale, provinciale aux États-Unis, où il y a quand même une grande idée d'entraide, en fait, entre les gens, en fait, hein. Et c'est marrant parce qu'il y a, pour rebondir sur dont on en parlait tout à l'heure dans Black Dog, il y a aussi cette idée de de société, de communauté, qui est loin de la grande ville, en fait, et où les gens s'entraident vraiment. Et dans Black Dog aussi, il y a aussi les gens de cette ville abandonnée qui s'entraident aussi, qui sont très liés les uns les autres. Il y a toutes ces liens sociaux qui sont bien montrés dans le film. Et pareil, dans Silver Bullet, il y a aussi ça, en fait. Il y a aussi ce souci de montrer la province américaine, pas forcément comme on a l'habitude de la voir, toujours un peu arriérée, tout ça, pas du tout, en fait. Il y a aussi des gens très cultivés, enfin, c'est de manière, et c'est étonnant de voir ça dans un film de série B, on va dire un film qui est un peu qui a souvent fini dans un programme d'exploitation, un peu de double exploitation, avec d'autres films, projeté avec d'autres films dans des séances, qu'on appelle ça les séances de double programme, en fait. Oui, du coup, c'est la sorte de phase B, peut-être, Ouais, c'est c'est ça? la phase B qui souvent
et souvent la face B dans les singles, enfin dans les 45 tours, elle est quelquefois, révèle, des chansons de meilleure qualité que les faces A. Voilà, donc voilà, c'était très bonne, très bonne, enfin on va dire, c'est Et du ça, coup, voilà. on va pouvoir, grâce à ça, changer de film. Changer de film et je pense qu'on va finir par Chronos, en fait. Donc, film de C'est ça, non? Guillermo del Toro. C'est ça, non? Je crois Donc, qu'on tout à fait. c'est notre Et dernier donc, film, de la semaine. Alors, vous parlez de Chronos parce que c'est intéressant, alors attends, Vincent, DeLorean. C'est ça, carrément. C'est complètement incroyable. Moi, ça me faisait penser à des dessins que je faisais, quand j'étais ado, avec des machines incroyables qui volaient. Enfin bon, voilà, j'aimais bien ça et ça m'a fait penser à ça, justement ce fauteuil, moto, apo qui paraît complètement improbable, mais qui fonctionne en fait et qui roule dans le film. C'est assez étonnant, quoi. Ouais, je trouvais ça vraiment bien. Et alors là, on a parlé de Chronos, pas ça. Chronos, qui a connu sa première sortie française, on va dire, parce le film date de 93, c'est le premier long métrage de Guillermo del Toro, d'ailleurs, qu'il n'a pas fait sans difficulté, hein. Quand on lui avait promis de l'argent pour faire ce film et puis finalement il s'est endetté, il a pris sur son propre argent à lui, enfin il a vendu, il a hypothéqué sa maison, enfin il a commencé sa carrière de manière, financièrement compliquée, hein, parce que c'est son premier long métrage, il avait fait 2 courts métrages avant et donc c'est un long métrage mexicain, en fait, de Guillermo del Toro qui date de 93 et qui n'avait connu qu'une sortie d'exploitation restreinte à son pays. Il était sorti en DVD aux États-Unis, et en France aussi. Moi, je l'avais vu la première fois en VHS, ce film Chronos. Il n'avait pas eu de sortie, sur les écrans français et là, grâce à la restauration de ce film, il y a eu la première sortie française, cette semaine, en fait. Donc, comme quoi, on peut toujours espérer, en fait, pour des bah oui, films. mais il y a déjà eu Ouais. Romero, où on a Ouais. redécouvert un de ses films, Mmh. qui n'était jamais sorti en France, qui était sorti qu'en festival, qui était The Amusement Park. Et, Mmh, c'est euh, vrai, c'est vrai. et du coup, c'est rigolo de pouvoir voir, ou découvrir un film, longtemps après. Il va repasser à Lyon. Il passe actuellement à Lyon, Il le passe film à Chronos. Chronos dans les pâtés. Pardon. Non, je l'ai vu, il est encore à l'affiche, à l'UGC Cité Internationale. Ok. Encore cette semaine jusqu'à mardi, en fait. Séance de Mhm. 20h45 ou 18h45, tard le soir, malheureusement, parce c'est déjà sa deuxième semaine d'exploitation et comme c'est pas un film, on va dire, C'est pas sûr qu'il reste, quoi. à mon avis, il va rester encore cette semaine et après, salut bambino, je pense, hein. Il Ah connaît mince. pas sa sortie française en cas sur Lyon, connaît pas. Il y a aussi, je crois que c'est Lumière Bellecour qui le diffuse aussi. C'est possible qu'il reste plus longtemps dans le circuit Peut-être des qu'il cinémas ira, Lumière. qu'il terminera La Fourmi, peut-être. C'est fort probable, hein. C'est fort Ok. probable. En tout cas, c'est un film à faible budget, mais qui très bien construit, avec, avec d'ailleurs des idées intéressantes. Il y a un personnage principal qui est un antiquaire, en fait. Il s'appelle Jésus Grise. Donc en fait, c'est une version, différente, enfin qui rappelle Jésus-Christ forcément, enfin c'est évident Ah, et il y a une relation entre comment dire, la il y a une, comment dire, on y montre, l'idée de vie éternelle, de résurrection donc du coup, on va dire, c'est le pendant du discours biblique en fait dans ce film. C'est-à-dire qu'on est plus dans l'histoire de vampires en fait, hein, clairement. D'ailleurs, le titre original devait s'appeler Vampire de quelque chose, puis il a on été reste. Alors du coup, mmh. finalement, on revient en vampire, quoi. C'était par rapport à quoi, vampire? Le Non, mais loup-garou, ouais. par rapport au Ah loup-garou oui, d'avant et Pattinson, par rapport à Pattinson. l'obsession sur Pattinson, tout ça. Pattinson n'est pas dans Chronos. Non, il n'est pas dans Enfin, je ne Chronos pense pas. et donc encore le thème principal de Chronos, c'est l'invention d'un alchimiste du XVIe siècle qui est, C'est espagnol. Chronos avec un H ou- Non, non, Je l'ai mal écrit? Chronos, c'est sans H, ouais, Ah, c'est ok. sans H, ouais. Chronos comme le temps, en fait, ou créature de Chronos aussi, mais Oui, dans le genre mais, des enfants, en mais, fait. mais selon peut-être l'endroit où je sais pas, mais il me semblait qu'il y avait un. En fait, non, c'est pas forcément. Il y a un lien avec le temps, Chronos avec un H, mais il y a aussi un lien avec Chronos qui dévore ses enfants. Mais il y a aussi l'idée dans ce film, alors, le personnage principal, en fait, c'est un objet, en fait, une forme de scarabée, en fait, qui a été fabriqué par un alchimiste. Donc, pour revenir à l'histoire, Et du coup, euh, il a la pierre philosophale. il a créé un mécanisme. En fait, il a fui l'Espagne de l'Inquisition du XVIe siècle
pour le Mexique, en fait, d'où le fait que le film se passe ce film se passe au C'est Mexique. vachement pratique, hein. Bah, il a fui les inquisiteurs pour pouvoir vivre, en fait, tout simplement, et il a continué son travail d'alchimiste, au Mexique au XVIe siècle, et il a créé cette machine particulière qui est à la recherche, en fait, de la vie éternelle, et donc à travers ces machines, on trouverait la possibilité de vivre éternellement, en fait. Et il s'avère que l'utilisation de cette machine est compliquée et n'est pas sans risque pour les utilisateurs, on va dire. Loin de là, en fait, loin de là, et on découvre justement l'aspect, comment dire, addictif que peut avoir le personnage vis-à-vis de cette découverte. C'est-à-dire que, ça effectivement, ça permet, la vie éternelle, mais il y a beaucoup en échange, on y perd son indépendance, en fait, de personne, en fait. On est vampirisé et on vampirise, en fait. Bon, il y a toute cette idée-là, en fait. Heu, Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que, le personnage, de l'antiquaire est face à un homme de pouvoir, qui, heu, qui est, comment dire, inspiré du personnage de Howard Hughes, américain, et aussi un mélange avec un personnage qui existait, au Mexique, qui, un homme qui a beaucoup d'argent, omnipotent, qui vit dans une espèce d'en haut, dans dans un immeuble en hauteur, en fait, dans un étage en haut, complètement aseptisé. Un homme omnipotent qui est aussi à la recherche de cet objet, mais c'est pas lui qui l'a trouvé, c'est l'antiquaire, et il recherche cet objet parce que cet homme omnipotent, il est sur le point de mourir. Il est mourant, en fait, il a subi des d'opérations, mais aucune opération ne lui a permis de vaincre sa maladie. Et donc il cherche cette machine, cette boîte de Pandore pour comment dire, pour prolonger son existence. Et donc il y a une confrontation entre les 2. Forcément. Je vous raconte pas plus, c'est un film qui est intéressant de voir vraiment. C'est pas un grand film, mais c'est un bon début de carrière de Guillermo del Toro. La photo est superbe. C'est pas sans rappeler aussi le film, je crois que c'est l'un des premiers films, je crois que c'est le premier film de Soavi. Je crois non, c'est pas de Soavi, enfin bon, en tout cas un auteur italien qui s'appelle, Masque de cire aussi, qui a été fait en 92 aussi, avec une photo un peu identique d'ailleurs, et c'est surprenant. Un peu identique, Un peu un identique, peu tout pareil. un peu tout pareil, mais qui ressemble au niveau de la photo du travail de la photographie. C'est des films qui ont été faits justement, à une période de l'histoire du cinéma fantastique mondial où, on passait des films, comment dire? Gore, horrifiques, de la fin des années 70, début années 80 de Lucio Fulci comme Frayeur, tout ça, ou alors les films de Romero. On passait à un autre type de film parce que le cinéma avait changé. C'était des films, bon, fin années 70 d'horreur qui étaient, fabriqués encore avec des petits budgets, mais des films de grande qualité. Mais du coup, comme il y a eu l'apparition en Italie, une forte industrie de la télévision dans les années 80, ce type de cinéma avait périclité, et ça a donné naissance à un nouveau style de film fantastique avec un budget un peu plus, bon, pas encore très important, mais un peu plus important, dans les années 90. On pense aux films comme, Della Mort et de la Morte de Soavi aussi, où là, on assiste à une renaissance du cinéma fantastique, on va dire, latin, on va dire, latin, et ou alors avec des auteurs latins, avec des budgets un peu plus importants, et des films qui arrivaient comment dire? À rivaliser avec comment dire? L'hégémonie de la télévision à l'époque, en fait. Voilà. Il y avait un changement aussi, enfin voilà, qui correspondait à un changement aussi dans l'histoire de l'exploitation des films au cinéma, en fait. Bon, après moi je trouve que c'est un film qui vraiment qui est intéressant de voir. Heu, Poésie, il en reste deux trois séances dans 2 cinémas différents, et justement, vous aurez peut-être que cette occasion-là de le voir au cinéma. C'est un film qui a été restauré par, la maison de distribution Camélia avec, comment dire? l'Immagine Ritrovata de Bologne. Alors c'est peut-être un film qui a des chances de repasser, au Festival Lumière aussi, vu que la restauration est récente. C'est fort Peut-être. possible, le Festival Lumière qui a lieu à Lyon, donc en octobre chaque année, et donc c'est possible que vous puissiez le voir à ce moment-là, parce Et que voilà. peut-être avec le réel non. Peut-être présenté par le réalisateur Guillermo del Toro. Là, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau, Mmh. quoi. Sachant qu'il avait pas pu venir la dernière fois à cause du décès d'une proche de sa famille, je crois que Ah, c'était je sa savais mère. pas. Alors, Voilà. pour finir peut-être là sur, Chronos, on y voit aussi Ron Perlman aussi, acteur qui a Mais joué qui dans jouait beaucoup dans de La films. Cité des enfants C'est perdus ça, et qui a joué aussi dans, d'autres films de, comment dire? De de Del Guillermo de Toro. par la suite, en fait. Ouais. Enfin voilà, on sent qu'il y a une amitié. À partir de ce film, s'est créée aussi une amitié entre Guillermo del Toro et Ron Perlman. Voilà, qui se qu'on reconnaît facilement par son physique, enfin très, Hellboy. mmh? Hellboy, oui, bah, oui. Ouais, ouais,
Voilà, dont il s'est servi au cinéma, bien entendu. Et ben, moi, ce que je te propose, c'est qu'on revienne 2 secondes sur les Oscars Ah oui, sur les Oscars, et du bien coup, sûr, bien on va sûr. noter ça sur la Ouais. pancarte et du coup, en fait, moi, j'ai ma petite, liste, des Oscars sous les yeux. Donc il faut savoir, donc les Oscars, qui n'est absolument pas une compétition, mais une remise de prix sur les meilleurs films, des 2024 en l'occurrence, qui se passe aux États-Unis, qui est sans doute une des plus grosses remises de prix, dans le milieu du cinéma, avec tous les côtés positifs et négatifs qui s'y accompagnent. Donc nous, on ne va pas être là non plus pour rentrer dans le détail du fonctionnement des Oscars. On va potentiellement plus dire ce qu'on en a pensé ou pas. Du coup, il y a Vincent qui s'éclipse 2 secondes, mais il revient. Les Oscars il y avait certains films qui sont français, qui étaient présents aux Oscars, notamment le film Emilia Pérez, qui n'est pas un film donc, qui est parlé en français, mais qui est bien réalisé par Audiard. Et qui a eu une mauvaise presse avant les Oscars, notamment liée à l'actrice, à une des actrices principales du film, qui est Carla Sofia Gascon. Et pourtant, elle était quand même présente dans la salle, donc ça, c'est plutôt intéressant et ça s'est pas si mal passé que ça au final, même si le film est quand même reparti avec un Oscar, mais l'Oscar du meilleure actrice dans un second rôle avec Zoé Saldana. Donc ça, c'était juste pour dire, pour Emilia Pérez. Alors, il faut savoir que le grand gagnant finalement des Oscars, ça va être Anora. Donc Anora, on l'a dit tout à l'heure, qui a gagné l'Oscar du meilleur film, mais aussi Sean Baker, qui est le réalisateur d'Anora, pour le meilleur réalisateur. Et on va retrouver aussi la meilleure actrice, donc qui est l'actrice d'Anora. Donc, si je me gourre pas, c'est Mickey Madison. Mickey Madison. Donc, ensuite, on va retrouver pour Anora toujours le meilleur scénario original. Donc, voilà, Anora qui aura remporté pas mal d'Oscars dans cette histoire. On avait pas mal de choses parce qu'il y avait aussi The Brutalist qui était pas Ouais, mal en qui était face. pressenti et bon, c'est quand même Martin Brody qui a réussi à avoir l'Oscar du meilleur acteur, en fait, Tout à fait. tout de même. Il a fait Et référence à son histoire aussi, hein, par rapport au pianiste. ils ont eu aussi la Enfin, meilleure musique de Brutalist. Mmh. Et The Brutalist a remporté aussi la meilleure photographie. Donc finalement, même ils ont remporté des prix un peu plus techniques, Ouais. mais dans l'ensemble, ils ont quand même été récompensés avec The Brutalist. Par rapport au scénario, c'est Conclave, donc le Conclave qui avait déjà gagné des prix, notamment au Mmh. British, je ne sais plus comment ça s'appelle, la compétition britannique. D'accord. Donc là, c'était Ouais, le je me meilleur souviens pas. scénario original qui a été Mmh. remporté. Pour l'acteur dans un second rôle, c'est un acteur en fait qui est Kieran Culkin pour Real Pain que j'ai pas vu, Real Mmh. Pain. Donc voilà. Et C'est pas Soderbergh, non. Non, c'est pas ça, non, non. Non, je confondais. enfin, je crois pas que Un c'est journaliste que Soderbergh. j'aime bien a dit que Demi Moore s'est fait voler l'Oscar. Ah oui, Je peux Demi pas Moore. juger, mais vous en dites quoi? Alors, je suis assez d'accord sur le fait que Demi Moore Oh, aurait pu avoir la meilleure mmh, actrice. moi, je pense que non, vraiment pour Anora, c'est Ah, mérité, hein, en tout cas, pour mon avis personnel. Bah, après, Demi Moore, a déjà connu son heure de gloire, quelque part, ça veut dire que c'est fini. Mais bon, la jeune actrice, elle commence au cinéma et je pense qu'il a été récompensé, c'est qu'elle jouait dans des films, où elle avait, comment dire, Mm. des rôles secondaires par le passé, en tout cas pour l'actrice dans Anora, et que là, elle avait enfin un rôle de 1er plan et c'est aussi une manière de rendre hommage à tous ces acteurs qui commencent, dans des rôles de second plan et qui finissent par percer, mais qui ça prend du Après, voilà. bien sûr, Et moi j'avais aussi envie que ça soit Demi Moore parce que c'est Coralie Farja qui a réalisé The ouais, Substance et ça donne envie d'avoir des récompenses pour un film comme The Substance qui européenne, en quoi. plus est un film qui est vraiment très bien Ouais, bien sûr, euh, moi je pense que dans plein de points. la question elle est pas là. Les Oscars, ça reste Mm, quand même, mm.
un événement américain, hein, tout de même, hein, bon, même si, Et le film, effectivement, comme tu le dis, Mathilde, a remporté l'Oscar de meilleur maquillage et coiffure, donc c'est déjà bien aussi pour le film, même si moi je pense qu'il aurait pu tout à fait fonctionner aussi pour le montage ou pour la photographie. pour The Enfin, Substance? ouais, il Ah oui, était The Substance pour moi ça complètement. aurait été le montage clairement, en fait, hein. Mais au final, c'est Anora qui a gagné le montage et c'est Ouais. la photographie, c'est The Mmh. Brutalist, ouais. Ouais. Pour le son, bah, c'est là, finalement, un peu sans surprise. Pour le son, c'est Dune et aussi pour les effets visuels. Donc, des Mmh. prix techniques pour Dune, c'est pas illogique du tout, vu l'ampleur qu'a le film. La meilleure chanson originale, c'est El Mal, un film donc, de Emilia Pérez aussi, Mmh. qui a réussi finalement à gagner 2 Oscars grâce à ça. Parce qu'il y a Zoé Saldana aussi qui a gagné un Ouais, Oscar. puis ça se situait aussi dans la comédie musicale, enfin le genre, en fait, de Ouais. la comédie musicale. Donc ça aide souvent d'avoir une chanson ou une musique pour gagner des Oscars Mmh. liés à du son ou de la Mmh. musique. Ensuite, sur le meilleur film international, c'est Je suis toujours là que je n'ai pas vu pour le coup. Ah oui, le film, argentin, je crois? Et donc ça me donne encore plus envie d'aller le voir. Et meilleur film d'animation, et là c'est chouette parce que meilleur film d'animation, ben souvent c'est gagné par des Disney ou slash Pixar. Cette année, celui qui a gagné le... Non, c'est bah, le film brésilien, excuse-moi. Je sais plus, c'est argentin, Je suis toujours là? je sais plus. Mais par contre, Il parle portugais dans le film. celui qui a gagné du coup le film, donc brésilien, Ouais, dit brésilien, Mathilde, ouais. et celui qui a gagné l'animation, c'est Flow. Donc Flow a bien Ouais. réussi à marcher, et c'est plutôt chouette vu le peu de moyens qu'a le film, qui réussissent à gagner quand même un Oscar du meilleur film d'animation. Comme quoi, on peut toujours avoir des idées Ouais, un pour faire film des bons films, quoi. qui est très dynamique et qui est vraiment au service de l'histoire, en Et fait, puis hein. surtout Qui suit le qui est dans parcours du chat, en fait. qui est dans un concept qu'on ne voit jamais au Mmh. cinéma, donc c'est super chouette Ouais, ouais. qu'il Ouais. ait gagné. Mmh. Et après, ça sera des films comme le documentaire avec No Other Land, que je n'ai pas vu. Mmh. Et Mmh. après, des courts-métrages, je n'ai vu aucun des courts-métrages, mais il y a celui du meilleur court-métrage documentaire. Alors, pardon, c'est Ah bah, The Only Girl in the Orchestra. pour Voilà. parler par rapport aux résultats des prix, aux Oscars, je pense qu'il a été récompensé, dans ouais, pour le montage, ouais, je sais plus. Meilleur montage, c'est Anora. Ouais, Anora et donc ce qui a été récompensé dans ce film, dans cette cérémonie, et c'est pour ça dont je parlais du Magicien d'Oz, en fait. C'est justement ce rapport au film à travers Anora, en fait et je pense que ça a été perçu, par ceux qui ont récompensé le film, en fait, ça c'est sûr et que c'était une manière de parler de ça, en fait, de récompenser Anora. Je pense que Magicien d'Oz avait été récompensé à l'époque, je sais plus très bien. Mais je pense que le lien, se vérifie dans les raisons de cette récompense aussi. Pas uniquement, hein. Sean Baker aussi a été récompensé parce que ce qui est intéressant aussi de récompenser quelqu'un comme Sean Baker qui vient du cinéma underground, ben, c'est plutôt bien quoi. Qu'enfin un cinéaste qui vient de l'underground soit récompensé aux Oscars en fait, enfin aux États-Unis en tout cas. Ce qui est pas une chose évidente en tout cas. Mais, c'est normal, c'est une récom c'est un c'est on est aux États-Unis aux Oscars, hein, Oui, c'est ça, c'est d'un c'est point de vue très américain, mine de rien. donc ils parlent de Et, leur histoire aussi, hein, ils et juste pour, récompensent, leur histoire là-dedans aussi. juste pour redire sur les courts-métrages, parce Mmh. qu'on n'en parle pas toujours Mmh. assez, et moi non plus, je n'en ai pas vu beaucoup. Celui qui a gagné le meilleur, du meilleur court-métrage, c'est I'm Not a Robot. Mmh mh. Et celui qui a gagné celui du meilleur court-métrage d'animation, Mmh. c'est In the Shadow of the Cypress. Mmh. Et du coup, ben, c'est vrai que c'est ce qui est quand même pas mal dans la compétition des Oscars, et c'est pareil en France avec les Césars et dans plein de compétitions, c'est qu'on continue à, à récompenser les courts-métrages qui ont une moins grande visibilité que, mine de rien, les plus longs. D'ailleurs, bah, les courts-métrages, ils ont 3 sections aux Oscars qui sont meilleur court-métrage documentaire, meilleur court-métrage et meilleur court-métrage d'animation. Ils en ont beaucoup moins finalement que tous les autres parce que tout le reste, c'est des longs-métrages. Donc, bon, c'est bien que ça existe. Après, aujourd'hui, c'est un peu difficile aussi de savoir un peu comment on arrive à replacer le court-métrage vis-à-vis du reste, parce que les courts-métrages, nous, à part en festival, c'est en salle, c'est pas le genre de film qui va passer, Bah, malheureusement, ils sont malheureusement. pas diffusés ou alors dans les Mmh. festivals, en fait. Dans les Festivals festivals. Et il aussi. y a des moments, il y a une époque où même aux comédiens, je crois que des fois, ça leur arrive encore de passer un court-métrage juste avant un Mmh. film.
mais souvent c'est Ce accompagné qui a en été le cas par le passé, dans voilà. les années 80, il y avait ça, en fait. Juste avant un long Mmh. métrage, on peut des fois voir un long dans certains cinémas, alors je sais pas au Comédia, pardon, c'était au Zola, excusez-moi, qui faisait ça à Villeurbanne, du coup. Mmh. Et après, sinon, à part ça, on peut les voir aussi. Ils ont été retransmis, certains d'entre eux, sur les plateformes ou sur les chaînes publiques, comme par exemple France Télévisions en diffusait. Mmh. C'est pas impossible qu'Arte, je crois qu'Arte aussi en diffusait. Il y a toujours dans Donc, leur bibliothèque, quoi. on arrive quand même à voir quelques courts-métrages par-ci par-là, mais ils sont moins en avant que Mais ce les qui est longs-métrages. la réalité quand même, c'est au niveau de l'histoire, de la manière de montrer les films, c'est qu'on en parle plus aujourd'hui des courts-métrages qu'on en parlait il y a 20 ans, hein. Et c'est tant mieux. Bah, oui, parce qu'ils ont forcément une importance dans la carrière des cinéastes, en fait Et, et et le cinéma a mmh. commencé par des formats courts, de toute Bah, de façon. toute façon, encore plus court qu'un court-métrage d'ailleurs, c'était carrément, 1 minute, hein. Alors après, les 2 courts-métrages minutes, hein. peuvent aussi C'était durer 1 minute. quelquefois, c'était 1 minute ou 2 minutes, hein. Les premiers films Lumière, c'était, 2 minutes, 1 minute, hein. Un peu plus d'1 minute, ouais, un truc Ouais, comme ça. le temps d'une bobine, hein, d'un métrage, en fait, hein, tout simplement. C'est ça. Ouais. Bah, on a fait un bon tour là, je pense que voilà et donc du coup, 90 secondes, donc 1 minute 30. ouais, donc du coup, bah, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Heu, Allez voir des films. Allez voir des films et puis, je pense qu'il y aura une émission la semaine prochaine aussi, je crois. Merci à Merci vous à dans le toi Claire chat. aussi. Merci à toi, Mathilde aussi et je crois qu'il y aura une émission la semaine prochaine, vous en faites une? Enfin moi je serai pas là la semaine prochaine ni la semaine Ben, d'après, normalement, oui, mais on fait une ouais, émission chaque dimanche, ouais, donc mais il y aura d'autres voilà. émissions en fait, voilà, c'est sûr. Et ben du coup, Mmh. Vincent, on est dans quelle émission déjà? Bah, attention, ça va couper.